Hello YouTube! Ici Auricalco sur la chaîne YouTube Rainbow en direct live sur ma chaîne perso et cette fois on y est! Enfin! Avec tous les épisodes de Yu-Gi-Oh! Que j'ai fait sur la chaîne Utopia Rainbow, je n'ai jamais eu l'occasion de caser cet épisode d'à travers les cartes. Donc c'est vrai que vous avez été extrêmement patient, hein, j'en suis désolé. Moi-même, je suis devenu tellement impatient de pouvoir vous présenter ce lore que je préfère vous prévenir tout de suite parce que j'ai oublié d'écrire, de mettre des pensettes, etc. Va y avoir beaucoup d'impro. Pas dans le sens, évidemment, impro du lore, parce que le lore, je l'ai travaillé, j'ai retravaillé, etc. Ça, il n'y a pas de problème. C'est dans la partie roleplay que j'ai complètement oublié ce que je dois dire. Donc, désolé si je bafouille, si j'ai des trous. Ça, c'est à mon habitude, de toute façon. Bon, enfin bref, voilà, nous y sommes. En plus, dernière semaine du mois de septembre pour compléter ce marathon Yu-Gi-Oh! Pour la chaîne Utopia Rainbow. Parce que c'est vraiment la première fois que j'enchaîne 4 vidéos dessus. Et on finit avec la petite cerise sur le gâteau. Un à travers les cartes qui est consacré aujourd'hui à un très gros morceau, comme vous pouvez le constater. Encore un lore lié au lore plat de spaghetti. Car on l'a déjà vu dans d'autres épisodes. Cette fois, cet épisode lui est complètement dédié. Je veux bien sûr parler du lore de Gigobit. Alors déjà pour commencer, oui, je vais faire un effort de l'appeler Gigobit. Je sais que son nom qui est le plus souvent utilisé, c'est avec Giga. Ou alors sa version que vous voyez juste là en fond. Mais pour des raisons qui me paraissaient pas évidentes juste avant de commencer le rec, parce que c'est tout frais, il y a à peine 2 minutes avant que je commençais le rec de cet épisode. Dire son nom par giga et non pas par gigot aurait peut-être pu m'entraîner quelques petits problèmes de lapsus. J'espère que vous me comprendrez. Donc voilà, déjà un problème à régler, c'est que j'ai le réflexe de dire le nom avec giga. Bon, m'en voulez pas, hein, j'espère juste que je vais pas me faire ban, mais normalement c'est un mot qui est toléré. Mais vous avez vu, je fais un effort, donc je vais essayer de dire gigot au lieu de giga. On va voir ce que ça va donner hein, dans ma précipitation. Enfin bref, voilà, le lore gigobit ou la double vie difficile d'un reptile. Désolé aussi pour l'orthographe, je crois que c'est le seul moment où j'ai écrit des trucs. Ah non, il y a aussi les titres de chapitres. Donc comme d'habitude, vous savez, la dyslexie, tout ça, surtout le côté dysorthographique, hein, je veux dire. Ça, vous avez l'habitude aussi. Dernière habitude, je tiens à rappeler que c'est ma version du lore. Hein, c'est pas la version, elle est tellement pas canon sur le lore que je vais vous raconter. Sachant que j'ai dû rajouter une difficulté supplémentaire. Car oui, comme je l'ai dit, on l'a vu dans 2 autres épisodes. Et il faut quand même que je dise que malgré qu'il y a des petits problèmes sur ma version, je devais quand même respecter pas mal de cohérence par rapport à ce que j'avais raconté précédemment. Et vous allez voir justement, et je préfère vous prévenir tout de suite, qu'il va y avoir quelques passages de ce lore qui va être totalement en contradiction avec ce qui se passe dans un autre lore. Mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé des explications, mais sorties du cul quoi. Je suis désolé, c'est les trucs les plus nazes que vous aurez jamais entendu en termes d'explications pour essayer de joindre les deux bouts par rapport à ce que j'ai déjà dit. Mais vous allez voir, l'explication elle est logique. Mais voilà, ça aurait été la même chose si j'avais fait comme JDG, vous savez, la fameuse scène où t'as Yugi qui voit son grand-père et qui fait «Ouais, grand-père, pourquoi je te vois dans mes pensées?» Eh ben, il y a une explication tout à fait logique. Tu vois? Et là, dans ce coup, Yu-Gi-Oh! La même, j'aurais fait la même chose, ça aurait rien changé. Mais j'ai fait un effort de trouver une explication quand même. D'où le fait déjà que j'ai mis pas mal de temps à compléter son histoire pour avoir ma version et tout respecter. D'ailleurs, comme j'ai dit, ce n'est pas canon. J'avais une dernière chose à dire. Comme quoi, c'est de l'impro que j'ai rien noté. Oui, si je fais cet épisode, j'ai beaucoup de chance de faire cet épisode maintenant. D'ailleurs, petite parenthèse, il va y en avoir plein des parenthèses pour vraiment quelques explications. Hein, ce sera des petites parenthèses exprès. Conforme à la tradition que j'oublie pas, le lore c'est clôturé pour cet épisode à l'extension, je vais dire, le désastre des dimensions. Je regarde derrière parce que je l'ai ouvert la semaine dernière.
Donc, alors je connais pas toutes les cartes de désastre de dimension. Donc j'espère qu'il n'y a pas de cartes en rapport avec lui. Il me semble que non. Ce qui est sûr, c'est que pour le Mega Pack 2025, ou plus précisément quand j'ai vraiment commencé à faire le diapo, etc., c'est à l'époque où était sorti le Tumulte des monstres, donc Bataille des légendes, Tumulte des monstres. C'est là que j'ai vraiment bien entamé le PowerPoint. Donc s'il y a des cartes qui sont sorties après cette extension qui sont en rapport, et ben soit c'est cohérent avec ce que j'ai dit, soit ça l'est pas. Maintenant, advienne que pourra pour les cartes qui vont sortir après. Par contre, pour les cartes qui sont sorties jusqu'à maintenant, comme j'ai dit, j'ai fait l'effort, j'ai tout cadré, tout correspond bien par rapport à ce que j'ai raconté dans les autres relores. Vous allez voir que les chevauchements fonctionnent bien. Un ou deux détails près, donc je vais faire les parenthèses dessus. Et donc je disais, j'ai eu beaucoup de chance de le faire, il fallait absolument que je le fasse au mois de septembre, maximum octobre, car il y a eu, disons qu'il y a eu un championnat du monde. Et il se trouve que à la fin des championnats du monde, il y a eu comment dire, une annonce, un trailer, pardon, un trailer qui annonçait la fin du lore à la base, que je pense pas faire tout de suite, hein. Je crois que je vais pas faire cet épisode. En tout cas, quand je serai motivé et que le temps va passer, peut-être que je raconterai à mon tour, puisque le lore a déjà été raconté très très bien en plus par Théo, hein, que je vous invite à regarder sa vidéo qui a été extrêmement bien faite, avec des doublages, etc. Donc en plus de ça, il y a eu le Yu-Gi-Oh! Chronicle. Il me semble que Volt en avait parlé dans un radio Yu-Gi-Oh! Donc pour l'instant, le lore base de mon côté, c'est pas tout de suite, hein, donc, et par ailleurs, pour en revenir à nos moutons, ou à nos crocos, il y a un deuxième trailer de Yu-Gi-Oh! Chronicle qui met en rapport justement Gigobit. Donc j'avais pas envie qu'en décembre, alors que j'avais pas sorti l'épisode, il y ait le Yu-Gi-Oh! Chronicle qui vienne modifier mon PowerPoint au dernier moment. Donc je fais ça. Et là encore, advienne que pourra, l'épisode de Yu-Gi-Oh! Chronicle en rapport, alors pas avec Gigobit directement, vous allez voir que c'est un de ces chapitres en question. Euh, je croise les doigts de ne pas avoir échoué. Heureusement, il y avait eu un trailer dans le Yu-Gi-Oh! Chronicle dans lequel on voit tous les archétypes dont on a l'impression qu'ils vont faire quelques présentations. Et c'est pour ça que j'ai pu avoir un repère de map un petit peu que j'ai remanié un peu à ma sauce, hein, comme d'habitude. Donc voilà, ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir commencer. Et déjà, comme j'ai dit, c'est un lore plat de spaghetti. Alors, ce que j'appelle lore de plat de spaghetti, c'est le fameux lore durant lequel toutes les cartes étaient sorties entre Yu-Gi-Oh! Training Card Game, si je puis dire, avec Yugi Muto, avec Joey Wheeler, tout ça, jusqu'à la fin de GX, saison 3 ou saison 4, c'est vous qui voyez, car ces deux séries sont en rapport avec des créatures qui sont des monstres des esprits, donc il y a tout un univers derrière. J'en ai fait une vidéo dessus sur l'origine d'un lore, etc. Et justement, Gigobit fait partie de ces fameuses cartes, sorties au départ entre le premier épisode de la saison 1 et la fin de GX. Et d'où le fait qu'on le voit croiser avec d'autres lores. Car cet univers existe, ils ont tous la même planète, la même galaxie, si je puis dire aussi, et qu'à partir du lore duel terminal, les galaxies commencent à être un petit peu plus éloignées. C'est comme ça que j'ai présenté mon univers de ces lores, hein, qui pour l'instant fonctionne très très bien jusqu'au drame où je fais le mauvais lore. Donc là, on va continuer sur ma lancée, sachant qu'après lui, il en reste encore, allez, maximum une dizaine. On en a fait deux, là c'est le troisième, et là, ouais, vous allez voir qu'il y a encore des lores qu'on a déjà vus et que j'ai pas encore présenté, enfin qu'on a déjà vu mais que j'ai pas fait l'épisode, et il y en a un en particulier, je vais éviter parce que déjà Gigobit il est dur, mais c'est le lore d'Igreffer, celui-là il est juste hardcore. Là je pense que j'atteins ma limite si je commence à faire ce lore là, et je pense que si j'arrive à faire ce lore correctement et que c'est apprécié, peut-être que je pourrais me dire, ah, si Diegreffer, je l'ai bien fait, que les gens sont fous de voir que ma version est cool, peut-être que je vais me remettre en question sur le lore duel terminal qui est juste, c'est le lore impossible. Voilà, bon, on va peut-être commencer.
Alors, la double vie difficile d'un reptile, oui, double vie, parce que dans ma version, spoiler alert, Gigabit va avoir deux, peut-être même trois vies. Et alors pour ceux qui n'aiment pas les aventures tristes, désolé, parce que vous allez en avoir beaucoup, hein. Je veux dire, cette créature est le plus gros poissard du monde. C'est-à-dire qu'il lui arrive que des merdes, sauf à un moment. Alors, il y a des moments où ça se passe bien, mais on n'a pas de carte qui représente les parties de sa vie qui se passent bien. Sauf à un endroit. À un moment donné de sa vie, ça va. Enfin, à un moment donné d'une de ses vies. Oui, parce que je le rappelle, voilà. Dans ma version, il a une deuxième, voire une troisième vie. Mais bon, vous allez les découvrir tout de suite. Ah oui, au fait, pour ceux qui sont fans de la carte en bas à droite, vous allez m'en vouloir à partir du chapitre 2. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Allez, je vais pas trop rentrer dans le spoil. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet, ça y est. Et on va commencer par les origines. Les origines de Gigobit. Puis je vérifie juste que... Ah oui, dernière chose, hein, comme on est en live, exceptionnellement, j'ai laissé le chat, j'ai laissé les alertes son. Donc désolé s'il va y avoir des moments dans lesquels le chat s'affiche à gauche, normalement il ne devrait pas gêner. Donc une première. D'habitude je mets ça de côté, je me concentre sur le lore. Là, voilà. Il peut y avoir des interventions à tout moment, les aléas du direct. J'espère que ça ne sera pas dérangeant. N'hésitez pas à mettre en commentaire si quand ça va arriver, si c'est dérangeant ou pas. Techniquement non, mais si ça insiste sur des alertes son partout, j'en suis désolé. Et surtout un alerte son qui me fait peur. J'espère qu'il n'y sera pas. Allez, cette fois on est bon. Les origines de Gigobit. Donc on va commencer par le chapitre 1, les lois de la nature. Et oui, parce que aussi incroyable que cela puisse paraître, Gigobit fait partie des lores de plat de spaghetti qui a la plus longue série dans sa chronologie. Et on commence déjà avec son enfance, qui est plutôt rare de voir l'enfance de certains personnages. Et Gigobit, ben, il a la chance d'avoir sa version enfant. Donc, pour résumer un peu, petite présentation quand même de l'univers des monstres en lui-même, il existe deux catégories de créatures. Les créatures suffisamment intelligentes pour créer une hiérarchie, hein, comme des fourmis, comme des êtres humains, comme des gobelins, des elfes, tout ça, des nains. Hein. Voilà, tous ces beaux petits mondes peuvent créer carrément des civilisations, s'organiser, créer des bâtiments, etc. ensemble. Et il y a aussi les créatures pas assez, je vais pas dire stupides, mais pas assez intelligentes pour créer ce genre de hiérarchie. Et parmi ces créatures, il y en a des petits, donc jolis, faibles, fragiles, qui doivent se débrouiller tant bien que mal, hein, parce que c'est les lois de la nature. Hein, quand t'es pas suffisamment intelligent pour créer une civilisation, bah, tu te démerdes avec ce que t'as. Et quand t'es petit et frêle, eh ben, t'es emmerdé par l'autre catégorie, à savoir les grands, les bourrins, ceux qui montrent bien que leur territoire est à eux et que c'est eux les patrons. Et donc, malheureusement pour notre cher Gigobit, c'est parti de la première catégorie. En tout cas, son enfance, voilà, il est petit. Il n'est pas si faible que ça, mais contre des grosses créatures, disons qu'en 1v1, compliqué. Mais voilà, Gigobit n'est pas un débile profond. Il a compris que l'union fait la force et que par conséquent, il a réussi à se créer une petite team constituée de d'autres petites créatures fragiles. Car ils ont compris que dans les lois de la nature, c'est soit la grosse créature solo qui défonce les petits, soit c'est le groupe de petits qui défonce le gros. Et donc, il a réussi à s'allier durant son enfance avec un champignon. Enfin, un champignon, un arbre champignon, un champignon, hein, c'est son nom. Avec un petit dragon, ça c'est bien quand ça va grandir. Comme quoi, il a prévu le futur, hein, notre cher Gigobit. Et la bande aussi, hein, un petit dragon qui va devenir grand, fort, et qui lui aussi, à son tour, va pouvoir terrorifier les pauvres petites créatures fragiles, ou peut-être les aider. Hein. Ça sera peut-être un dragon bienveillant. On verra. Spoiler alerte, on va le revoir. Un rocher possédé, un mannequin, je sais pas quoi, rocher, je sais plus comment on appelle ce genre de choses. Je sais que son nom c'est Aniwa, mais je sais que c'est un nom particulier, une sorte de galet vivant.
Pour les fans de Undertale, vous voyez à peu près le genre de créature que je veux parler. Et enfin, un Moke. Alors Moke, je n'ai absolument fait aucune recherche pour savoir qu'est-ce qu'il fout dans cette bande. Alors, autant un champignon dans la forêt, ça peut se trouver. Un dragon, même très jeune, ça peut se trouver. Un Aniwa, le long d'une rivière peut-être. Mais un Moke, à moins que c'est tombé du camion, je vois pas comment ils ont pu être en contact. Bon, enfin bref, toujours est-il que voilà, ce beau petit monde, eh ben, ils arrivent à survivre et ils survivent ensemble. Hein. Et il y a des moments, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de danger, rien. Et de temps en temps, bah, pas le choix, il y a des grosses créatures qui veulent les foutre dehors parce que c'est son territoire et il faut montrer qui est le patron. Et dans les lois de la nature, c'est la loi du plus fort ou la loi du nombre. Donc, bah, c'est parti, un gros baston. Hein. On va terroriser les plus grands qui nous ont martyrisés. La vengeance. Alors évidemment, bagarre, Gigobit, on va dire qu'il adore ça quand même. La petite bande aussi, hein, même Moki il est vénère. Hein. Mais les bastons avec les plus grands, c'est pour le meilleur et aussi pour le pire, quoi. Et oui, hein, si tu veux disputer ton territoire, ce sera pas sans coups et blessures. Hein. Il y aura des blessés. Peut-être même des morts aussi, mais surtout des blessés. Alors fort heureusement, avec le temps, notre petite bande arrive à s'en sortir tant bien que mal. Juste avec de gros bobos. Alors peut-être que là, ils ont trouvé leur casse-croûte pour ce soir. Hein. C'est peut-être pour manger qu'ils ont fait ça. Hein. Ils disent qu'ils se disputent leur territoire, mais loin de la nature, moi j'en fais pas partie hein, personnellement, et que je suis dans une civilisation. Je ne sais pas s'ils ont combattu pour la viande ou s'ils ont combattu parce que le gros voulait les manger. Hein. C'est manger ou être mangé. Voilà. Donc GG Gigabit là-dessus. Par ailleurs, Gigabit va explorer. Hein. Il va pas explorer que des forêts, il va explorer des déserts, tout ça. On va le voir hein, justement. Voilà. Là, c'est une photo de souvenir de lui en Égypte, par exemple. Hein. Enfin, plutôt dans l'Égypte de l'univers des monstres. Hein. Ne me demandez pas comment ça marche. Évidemment, vous le voyez en arrière-plan. Ben, il va finir par grandir et devenir adulte. Sachant qu'en grandissant, il va finir par se séparer de sa petite bande, car petit, on aime bien être en nombre, mais quand on est grand, ben, on veut montrer qu'on est fort tout seul. Voilà pour ce qui est de ce premier chapitre qui est, ma foi, assez court, hein, pour que vous compreniez quel genre de créature va devenir notre cher Gigobit, donc un gros bourrin, maître des arts martiaux, de la baston, il sait combattre sur le terrain, il connaît tous les spécificités de la survie aussi, donc ça va devenir un très très bon combattant. On en arrive du coup au chapitre 2, la guerre. La guerre. Je crois que j'ai fait une faute. J'ai l'impression que... Je sais pas. Donc, comme je l'ai dit, notre cher Gigobit va devenir adulte. Et là, je suis obligé de mettre une première parenthèse parce que je crois que j'en entendrai beaucoup qui sont en train de me crier dans les oreilles. Heureusement que sur le live, il n'y a personne, mais dans la rediff, je sens que ceux qui connaissent le lore sont en train de se dire « Mais c'est pas la bonne carte !» Oui, je l'avoue, c'est pas la bonne carte. Mais dans ma version, j'ai fait exprès de mettre cette version-là de Gigobit adulte. Quand vous aurez la carte en question, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi un autre passage dans lequel il va apparaître sous la forme que vous connaissez tous. Et je suis désolé de vous dire pour le spoil, hein, va falloir attendre longtemps. Très longtemps. Parce qu'on va le voir, mais très très tard en vrai. Très 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 tard. C'est, on va dire, au dernier tiers ou au dernier quart du lore. Donc, ne m'en voulez pas. Quand vous aurez la révélation et que vous verrez enfin la fameuse carte que tout le monde connaît liée avec Gigobit, pas celui-là, mais l'autre, vous serez d'accord et vous serez encore plus hypé que si j'avais déjà présenté sa forme adulte dans la forme que vous auriez voulu là. Vous me remercierez plus tard. Bon, enfin bref, voilà. On va présenter maintenant Gigobit sous forme adulte comme ça jusqu'à nouvel ordre. Et du coup, bah, Gigobit, maintenant, il est fort. Hein, il est musclé, il fait des éclairs. Et il a une certaine maîtrise de l'eau. On rappelle que Gigobit, à la base, c'est une sorte de crocodile alligator.
Du coup, il est très à l'aise dans l'eau. D'où le fait que c'est la tribu eau. Ça, j'ai oublié de le préciser. Mais maintenant que vous le savez, ça va être très important pour un peu plus tard. Plus tard, mais juste avant sa forme que vous aimez tous. Et donc, bah, ça y est, il arrive à se débrouiller tout seul, hein. Il trouve sa viande, il peut combattre des créatures un peu plus faibles pour la viande aussi. Et comme je l'ai dit, c'est un top grand explorateur. Et puis soudain, il va faire la rencontre de petites créatures, mais pas des créatures stupides, genre animales à manger, hein. Ils ont tous un cerveau et ils sont suffisamment intelligents pour être dans une civilisation. Donc pour la première fois, il voit des groupes de créatures similaires unir leurs forces. Et non seulement ça, mais ils sont capables de faire des armures, faire des armes, etc. Je veux bien sûr vous parler de la troupe d'assaut gobelin, hein. Donc, il rencontre des gobelins et il constate que ces gobelins, ben, ils sont armés, ils sont énervés, ils sont épuisés même, ils ont un gros problème. Et le problème, c'est que ben, ces petites créatures sont embêtées par des créatures plus grandes. Et Gigobit, ben, lui, il fait le rapprochement avec le fait que lui aussi, il a eu des problèmes quand il était petit avec des grosses créatures. Sauf que lui, il sait comment gérer les grosses créatures. Et du coup, il va prendre ses gobelins en pitié, il va les entraîner. Pour les meilleurs, pardon, et pour le pire, pour ses gobelins. Par exemple, là, c'est une séance d'entraînement sur une sorte de territoire dont ils n'ont pas l'avantage. On voit bien que sur la glace, ils ont un peu de mal, hein. Alors que Gigobit, qui est à l'aise sur l'eau, la glace, lui, ça lui pose aucun problème. Donc, on constate d'ailleurs que durant ces entraînements, Gigobit s'amuse, hein, ça lui rappelle la nostalgie, le fait qu'il a galéré quand il était plus jeune. Et il espère que le problème avec ces créatures plus grandes que ces gobelins sera réglé, qu'ils pourront se battre à armes égales. Sauf que Gigobit va commettre une terrible erreur, c'est que les créatures qui sont plus grandes qu'eux leur sont bien supérieures en termes d'armement, en termes de ruse et surtout en termes de combat. Et c'est lorsqu'un jour il va retrouver ces fameux gobelins complètement morts, euh, je ne vais pas dire maltraités, mais c'est quoi le terme qu'on pourrait donner? Bon, d'imaginer que Gigabit arrive un jour dans le camp de gobelins auquel il était en train de s'entraîner avec. Enfin, il était en train de leur enseigner l'art du combat et l'art de la survie. Et tous ces gobelins ont été transformés en charpies, sans crier gare. Donc j'ai mis cet artwork, même si en vrai, difficile à savoir s'il y a eu un moment d'absence ou si il revenait justement du camp. Pour moi, c'est alors qu'il était en train de revenir pour un entraînement hebdomadaire ou autre, le camp a été décimé. Alors peut-être que les corps ont été brûlés pour que ça soit changé en squelette, je sais pas. Mais j'ai mis cet artwork parce que je savais pas où le caser en vrai. Mais si j'ai bien compris dans le trivia, c'est bien des squelettes de gobelins. Donc ça fait le rapprochement avec mon lore, durant lequel ben, les gobelins qu'il a entraînés se sont fait déchiqueter. Et on ne parle plus du tout de simple équilibre de force à base de je leur ai enseigné le combat. Pour lui, c'est sa faute. Très clairement, il les a pas assez entraînés. Et malgré tout, c'était quand même devenu des amis. Et donc, il va décider d'enquêter et euh, potentiellement se venger. Donc, il va lui-même régler le problème de ces créatures qui est capable de détruire des civilisations gobelines à eux seuls. Enfin, en tout cas, un camp de gobelins, quoi. Il n'y a pas fallu longtemps pour chercher, puisque proche du camp qui a été décimé, il y avait un autre camp. Un camp qui n'est clairement pas gobelin, car il s'agit ni plus ni moins d'un camp d'humains. Des humains qui étaient tranquillement en train de... Alors, pas fêter leur victoire, comme vous pouvez le voir, hein. Ils étaient sur le point de lever le camp, ils étaient en train de se ravitailler tranquillement. Et pour la petite info, même si je trouve ça bizarre, hein, pour la petite parenthèse, Gigabit est bien sur cette carte. J'ai fait le lapsus. Gigabit, pardon. Et bien sur cette carte, on le voit à peu près ici. Alors moi, à première vue, je vois surtout des feuillages et en fond une sorte de buisson qui continue. Mais apparemment, d'après le trivia, c'est bien Gigabit. On voit, pour ceux qui veulent savoir, ça pourrait s'apparenter à sa tête. Ici, on a le bout de sa queue. Ici, on a sa main.
peu importe, vous aussi, vous pouvez dire si c'est effectivement juste des branchages et pas gigabit ou si ça l'est. Moi, je vais pas contredire le trivia, donc j'ai pu le rajouter. Et puis, comme j'ai dit, ça correspond avec le lore que je veux présenter. Car c'est à ce moment-là précis qu'on va commencer à mettre en raccord ce que j'avais dit dans un épisode précédent, à savoir le lore des dés. Parce que oui, c'est à ce moment-là précis, alors que j'avais dit dans le lore des dés que c'est les humains. Non, j'avais dit les humains avaient combattu les gobelins et ils ont fini par affronter leur professeur. Dans cette version-là, on se rend compte que finalement c'est le professeur qui est venu se venger derrière après le camp de gobelins. Ici, la boucle est bouclée. De son côté, parce qu'on va prendre quand même le point de vue de Gigobit jusqu'à la fin, il voit en eux des êtres certes plus forts pour ceux auxquels il s'est entraîné, enfin, il a voulu les entraîner. Il voit très clairement que ces êtres étaient bien supérieurs aux gobelins. Par contre, comparé à lui, un gros reptile écaille et tout, il voit là des humains aussi faibles et va leur donner la même leçon que ce que ces humains ont fait à ces gobelins. Donc, il sort de sa cachette, après avoir bien analysé le fait qu'il est supérieur en force face à ces petits humains. C'est pas vraiment que ça s'appelle des humains, mais voilà, c'est des créatures. Il sait que c'est les créatures qu'a dessiné les gobelins. Ils sont nuls. Il va les défoncer. Donc il commence à entrer dans le camp. Il fout tout en l'air. Il est en mode berserk entre guillemets, c'est-à-dire il sait ce qu'il fait. Et les premiers soldats, ils tiennent pas longtemps. Sachant que derrière, on a le Capitaine Omarod qui commence à intervenir, parce que oui, il y a des soldats qui viennent de tomber, et le Capitaine Omarod, il est un tout petit peu plus expérimenté que les autres, donc il va le combattre, et Gigabit va lui mettre une grosse raclée, et va le défoncer. Sauf que, en voulant lui porter un coup très violent, le Capitaine Omarod se fait bousculer par le Général Fried, et là, Gigabit va constater une erreur. Il a très clairement sous-estimé ces humanoïdes intelligentes, car bizarrement, ce général, c'est pas la même. Lui, il se défend. Et le combat est plutôt serré. Gigabit est quand même surpris. Et le combat, c'est-à-dire que le général ne peut pas laisser cette créature en train de défoncer son armée. Il y a eu des blessés, voire même probablement du côté humain des morts. Donc il faut se débarrasser de cette créature. Donc je ne vais pas vous mentir que à ce moment-là, les deux combattent à mort. C'est le premier qui tue l'autre. Gigobit, de son côté, s'il bat le général Fried et qu'il le tue, il sait que le camp humain est tombé. Et de l'autre côté, le général Fried, s'il se débarrasse de Gigobit, ben, ça fait un souci en moins. Sachant que seul Gigobit sait pourquoi il attaque le camp humain. Le camp humain, ils voient un gros reptile, et ils n'ont pas compris que ce reptile, ben, il était lié au gobelin. Par ailleurs, durant ce combat, Gigobit va se rendre compte que les humains maîtrisent ce qu'on appelle chez nous la magie. Parce qu'il y a des soigneurs, tout ça, qui ont des petits bâtons. Ça va être utile pour la suite. Mais alors que le combat est extrêmement serré et que si le premier faisait un faux pas, l'autre arrivait à porter le coup fatal, une faille fait son apparition. Et malheureusement, c'est au moment où Gigobit veut porter un violent coup sur le général qui est en défense. Et dans la précipitation, notre pauvre Gigobit va se retrouver de l'autre côté. À ce moment-là précis, le combat change du tout au tout. On n'est plus sur un combat à mort, et fort heureusement peut-être pour les deux combattants, mais on est sur un combat de tenue de position. Je veux dire par là qu'on a Gigobit qui est de l'autre côté de la faille, il ne sait pas où il est de l'autre côté, il veut peut-être repasser la faille pour revenir dans son monde. Il constate très vite que ce qu'il y a de l'autre côté, c'est pas joli, c'est pas son monde, il est totalement dans l'inconnu, il faut sortir. Mais de l'autre côté, nous avons le général Fried qui est là en mode Gandalf, vous ne passerez pas. Et du coup, déjà, vu le combat sans la faille, on se rend compte qu'ils sont tous les deux ex aequo. Et que par conséquent, c'est Gigobit qui est dans une position très délicate. Donc les deux se regardent en chien de faïence jusqu'à ce que l'un des deux commence à cligner des yeux ou autre. Et malheureusement, après une longue attente et le fait que Gigobit sait pertinemment que s'il venait à partir à l'assaut face à un général Fried ultra défensif et prêt à lui porter un contre très facile, il n'aurait aucune chance de survie. Il est obligé d'attendre et la faille finit par se refermer.
Et malheureusement pour notre cher Gigobit, être de l'autre côté de cette faille va lui poser pas mal de problèmes. Et oui, notre cher Gigobit n'en a pas fini avec les problèmes. Parce que les humains, ça va être du pipi de chat comparé à ce qui va lui arriver. Et je crois d'ailleurs que le chapitre 3, le cauchemar, c'est je crois l'un des deux pires chapitres qu'a pu subir Gigobit. Et non pas des moindres, mais vous inquiétez pas, hein. Le lore va très vite rejoindre les deux bouts, hein, parce qu'on n'en a pas fini justement. Pour ceux qui ont suivi le lore des points D, vous savez que le Capitaine en maraude et le Général Fried, on va y revoir plus tard. Mais en attendant, Gigobit est de l'autre côté d'une faille, et vous savez, de l'autre côté des failles, il y en a, enfin, il y a des dimensions qui sont plutôt sympathiques, ou des dimensions où il n'y a rien. Et malheureusement pour Gigobit, il y a des failles dont il ne faut pas aller de l'autre côté. Clairement pas. Alors évidemment, je dis ça comme ça, mais il est possible que c'est pas la faille dans laquelle il a franchi. Il est possible qu'en voulant essayer de rentrer chez lui, il a trouvé d'autres failles et il a fini par passer par la plus mauvaise faille qu'il puisse trouver, hein, ce cher malchanceux de Gigobit. Donc toujours en état adulte, hein. Donc Gigabit, on va dire, soit il a franchi cette faille et commencé à se balader dans la dimension, il est déjà tombé sur la mauvaise dimension, soit il a voyagé de dimension en dimension en espérant rentrer chez lui, et soudain, il tombe sur la plus terrible des dimensions qu'il puisse tomber, car il va faire la connaissance. Alors, il n'a pas encore son titre d'envahisseur des ténèbres, mais on va dire que c'est juste pour l'instant un démon. Et ce démon, voyant cette créature reptilienne, humanoïde, réfléchit pas, il le dézingue. Sachant que Gigobit, je rappelle, revient d'un combat contre le général Fried. Il est un peu épuisé de son attaque contre le camp des humains. Et du coup, le démon, voilà, il a juste à le cueillir tranquillement. Par chance, ce démon ne va pas le tuer. Sinon, le lore serait déjà fini. Non, non, non. Il va juste, sur un coup de souffrance, Gigobit s'évanouit et hop, viens ici, pris sur l'épaule, et il va partir dans sa base, qui n'est nul autre que le château des illusions. Alors pour ceux qui ont suivi le lore DD, vous savez dans quelle dimension Gigobit a fini par se retrouver. Et donc arrive une scène entre le futur envahisseur des ténèbres et le roi de Yamimakai. Je le fais en version un peu comique, du genre maître, regardez, j'ai trouvé ça, c'est bizarre. Il est tout bleu, d'habitude ils sont blancs, les humains. Le roi de Yamimakai qui fait idiot, ce n'est pas un humain ça. Et il constate que le reptile a l'air d'avoir 2 neurones et se dit plutôt que de le tuer, il fait à son dire malgré tout, s'il a été entraîné par la faille, ça veut simplement dire que cette chose pourrait nous être utile. Tu sais ce que tu sais ce que tu as à faire. Va donc faire en sorte qu'il me serve assez rapidement. Eh bien, maître, reprend Gigobit sur l'épaule et va l'emmener gentiment dans le pandémonium. Oui, parce qu'il y a aussi l'archétype des archdémons, que je dis archdémon échec, qui est lié au lore avec le roi de Yamimakai et les points D. Donc on voit l'envahisseur des ténèbres devant une stèle qui n'est nulle autre que la tour archdémon. Et va commencer une énorme séance interminable de torture pour notre pauvre Gigobit. Et je vais ouvrir une demi-parenthèse là-dessus. Il est possible, mais c'est pas la version que j'ai choisie, il est possible qu'à partir de là, il y a un truc qui commence à arriver chez Gigobit. Le problème, c'est que dans ma version, j'ai trouvé un autre moyen de rendre Gigobit, comme vous l'imaginez, un peu plus tard. Mais il y a quand même une version dans laquelle on peut dire que c'est là que Gigobit commence à avoir un petit problème en lui. J'en dis pas plus pour l'instant parce que ça spoil. Mais si j'arrive à m'en ressouvenir de ça, je pourrais vous rappeler ce passage.
Et donc, difficile de savoir combien de temps a duré la torture. Par contre, je sais comment elle s'est terminée. Alors que Gigobit est toujours dans la torture, la souffrance totale, soit pour une transformation en démon, soit pour se dire que voilà, c'est qui le vrai patron, tu vas servir, tu vas juste la fermer. Je ne sais pas, mais toujours est-il que il va être sauvé par justement deux humains. Alors, par chance pour ces deux humains, alors que je tiens à préciser que Gigobit, après sa mésaventure avec des humains qui ont tué des gobelins et son attaque du camp qui a fini vers l'autre côté d'une faille, et malheureusement pour lui, cette faille lui a entraîné cette scène, il voit les humains comme des abominations de la nature qu'il faut éliminer instantanément. Heureusement, il n'est pas en état de combattre. Pire encore, il est complètement sonné. Sachant que à ce moment-là, normalement, ces deux-là commencent à foutre le pagaille, mais un énorme pagaille dans le château. Et dans la précipitation, il voit cette pauvre créature en train de se faire torturer. Donc, il décide de démolir la tour et de sauver Gigobit avant de s'en aller. Du coup, Gigobit, lui, était tellement sonné qu'il n'a pas remarqué que deux humains viennent de lui sauver la vie. Ce qui est dommage, il aurait quand même pu avoir l'occasion de voir que les humains ne sont pas tous des abominations de la nature. Tant pis. Mais, par chance, combattant très fort comme il arrive à se remettre. Comme je l'ai dit, pas assez rapidement pour constater que deux humains l'ont sauvé. Il est plutôt dans genre, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas la souffrance est terminée, je vais pas traîner ici, je vais me barrer. Il sort du château, il fonce, on va dire tête baissée vers une première faille qui, malheureusement, encore pour lui, c'est pas la bonne. Euh, Ah, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Énorme parenthèse là-dessus, j'ai oublié de préciser un truc. Je suis désolé, mais il faut quand même que j'ouvre cette parenthèse parce que là, c'est justement le passage le plus problématique du lore. Car oui, je tiens à rappeler deux, trois petites choses. Gigobit avait été entraîné dans une faille. Ça, je l'ai déjà raconté dans le lore des points D. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le lore des points D, je vous invite à le regarder parce que ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais pour que vous compreniez mieux, ça serait mieux de regarder le lore des points D. Donc on est d'accord, dans la chronologie de Gigobit, Gigobit a été entraîné dans une faille. Puis un peu plus tard, là, donc un peu plus tard, le temps que l'envahisseur des ténèbres le chope, qu'il aille voir le roi d'Yamimakai pour lui dire va le torturer, j'ai besoin de lui comme nouveau serviteur, et qu'il est en train de se faire torturer, on a le survivant Dédé, le guerrier Dédé, en train de foutre la merde dans le château. Sauf que, au même moment, alors que Gigabit vient de prendre la faille, un peu plus loin de là, sont en train de combattre Captain Maraude et Général Fried. On a une dame guerrière Dédé, enfin une dame guerrière novice, et je crois que même dame guerrière autre, et on va dire dame guerrière Dédé pour que vous compreniez bien de qui il s'agit, se retrouve à affronter Dagreifer. Là, on est d'accord. Et à un moment donné du combat, la dame guerrière se fait attraper et happer par une faille, et de l'autre côté de la faille, on apprend que c'est le survivant Dédé qui récupère la dame guerrière pour lui sauver la vie. Et donc arrive la question suivante. Si le survivant Dédé récupère la dame guerrière Dédé peu de temps après que Gigabit a franchi la faille, parce qu'il y a eu Dagreifer, il y a eu combat et que derrière, voilà, qu'est-ce qu'il fout là en train de sauver Gigabit alors que le même temps s'est écoulé? Et c'est là que je vous sors mon explication tout droit venue d'un chapeau magique à base de ta gueule c'est magique. Je l'assume. Je tiens à rappeler que les failles ne sont pas que des failles spatiales, ce sont plus des failles spatio-temporelles. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit lorsque les deux se sont enfuis, ils sont remontés dans le passé dans une autre dimension, ont été en raccord avec le guide DD, tout ça, le temps de faire toute la technologie, et après coup, après une faille qui revient sur l'instant présent d'ici, mais du côté de Dagreifer et de la Dame Guerrière, pour récupérer la Dame Guerrière et la sauver.
soit la notion du temps qu'il y a dans certaines dimensions est différente de la notion du temps qu'on a dans l'univers où se trouve Gigabit ou survivant DD. Je m'explique. Imaginez que dans la dimension du roi de Yamimakai, rien que là, une seconde découlée équivaut à beaucoup moins d'une seconde. En fait, c'est une seconde écoulée dans le monde de Gigabit équivaut à 10 minutes écoulées dans la dimension du roi de Yamimakai. Avec le château des illusions, tout ça. C'est plausible. Mais on a aussi l'incohérence du fait que normalement ils ont franchi déjà une faille. Il y a la rencontre avec le guide DD, tout ça. Donc, est-ce que la notion du temps est à l'arrêt dans cette dimension et que tout est vraiment au ralenti de ouf? Ça, je ne peux pas le dire. Mais c'est la seule explication logique que j'ai sur cette énorme incohérence entre le fait que ces deux-là ont foutu la pagaille avec le château et qu'à peine, limite au même moment, on a le même survivant DD qui est en train de sauver la dame guerrière. Bon. Je l'assume comme je l'ai dit, c'est... Et dans ce lore, vous allez voir qu'il y a une preuve comme quoi les portails jouent avec le temps. C'est pas pour rien que je l'ai sorti de mon chapeau. Mais je sais que c'est le seul point vraiment négatif et j'ai trouvé que le raconter de telle sorte que ces deux-là ils sont en train de sauver Gigabit, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Je l'assume une dernière fois. Fin de la parenthèse, donc on reprend Gigabit se réveille, il était un peu sonné, c'est pas ce qui s'est passé, mais pas le temps de réfléchir. Il se remet assez vite, il s'enfuit du château, franchit à nouveau un portail pour s'enfuir de cette dimension. Par chance, bah, le plus dur est passé, mais malheureusement, il retombe sur une faille qu'il ne faut pas, car je soupçonne qu'il est passé sur une dimension, disons, comment expliquer j'avais montré encore une fois dans le lore DD, c'est là où ils ont chopé la créature interdimensionnelle qui sert après à contrôler les portails. C'est une dimension dans laquelle on voit un deck justement avec des cartes. Et il se trouve que Gigabit a probablement fini dans cette dimension parce qu'il a été changé en carte. Autre explication, c'est peut-être dans l'artwork que je vais vous montrer dans peu de temps, qui fait qu'il est en carte alors qu'en fait c'est juste une créature qui va faire une mauvaise rencontre. Puisque peu de temps après avoir franchi cette dimension qu'il fallait pas, il va se faire bouffer par un mangeur de millions. Et oui, je sais, c'est l'artwork que vous cherchez. Il est là, mais non, je continue à prendre lui. Patience. Patience. Alors, il vient de se faire dévorer, enfin, j'ai envie de dire, parce que lui qui a survécu sur le fait de manger ou être mangé, il a fini par se faire manger. Fort heureusement, cette créature est interdimensionnelle et bizarrement, dans son estomac, bah en fait son estomac c'est ni plus ni moins qu'une faille ou un portail. Et pas n'importe lequel, parce que par chance, notre cher Gigabit est recraché ou digéré par le mangeur de millions dans son monde. Et là, il va être content de retrouver son monde. Mais pas sans effet secondaire. C'est pour ça que je vous dis que les failles ont des effets temporaires. On l'avait vu d'ailleurs dans le lore DD avec lui, justement. J'en avais parlé de Digreffer, c'est vrai qu'il est là. Hein. La fille espère qu'il y a des nouveaux supports d'ailleurs. Bon. Bon, enfin bref, voilà, nous ce qui nous intéresse c'est lui. Et lui, ben, comme vous avez pu le constater, il a perdu sa première vie. C'est-à-dire qu'il était adulte et il est retourné en enfant. C'est comme s'il était réincarné. Donc, voilà pourquoi j'ai appelé ce lore la double vie difficile d'un reptile. Cauchemardesque, j'ai envie de dire. Le pauvre Gigabit. Voilà pour ce qui est de l'un des pires aventures qu'a pu vivre Gigabit jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas fini. Il va lui arriver d'autres trucs maintenant. Alors, petit spoil parce que c'est dans pas longtemps. Pour une fois, c'est une petite aventure sympa qui va lui arriver par rapport à ce qu'il a subi jusqu'à maintenant. Parce que pour l'instant, c'est vraiment la catastrophe. J'aurais pas aimé être à sa place. Sauf peut-être à ce moment-là. Chapitre 4. Le reptile et la fille. Donc Gigabit est retourné en enfance. Hein, donc bah, il est petit, il est faible. Mais il a gardé quand même une chose. Alors désolé pour le rec. Le fond bleu me donne cet effet transparent. Bon, c'est le défaut du fond vert. Faites juste attention à ma voix, c'est pas très grave. De la nouvelle parenthèse. Donc, je vais boire un coup d'eau.
Je vais me répéter. Donc, Gigabit est retourné en enfance. Merci mangeur de millions. Il est à nouveau faible. Il est à nouveau petit, tout seul. C'est pas bon ça. En pleine forêt, dans l'inconnu, n'importe quelle grosse créature peut le défoncer. Sauf que, avantage, il a gardé toute sa connaissance en termes de survie et de combat. Donc, croyez bien que ça va l'aider, hein. Donc, son expérience fait qu'il n'a pas besoin, en vrai, d'apprendre. C'est-à-dire qu'il connaît les réflexes, il connaît son gabarit d'ailleurs, même si ça fait longtemps qu'il n'était pas aussi petit. Croyez bien qu'il est beaucoup plus fort, malgré le fait qu'il est comme ça, que quand il était comme ça la première fois. Mais bon, ça reste petit, ça reste faible, hein. Il le sait très bien qu'en termes de force, il ne pourra pas faire l'unanimité. Par contre, voilà, les réflexes seront toujours là, etc. Et le premier réflexe, c'est de retrouver d'autres petits compagnons et reformer une petite bande capable ensemble de terrasser les grosses créatures et survivre. Et ça tombe bien parce que, alors je ne sais pas si l'ellipse dure quelques temps ou un certain temps. En tout cas, il s'est écoulé un délai entre le moment où lui, il a franchi sa faille et le fait qu'il y a une autre faille qui lui est apparue, dans lequel sont tombées d'autres créatures, notamment lui, notamment elle. Donc c'est pour vous dire que les trucs avec les failles, hein, on voit que c'est le bordel. Mais ce qui va nous intéresser, bon, c'est pas la grosse créature, c'est pas ça, tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, lorsque Gigabit a franchi le portail, et là, ça va être exactement la même scène. La fille expert, le coach, le gobelin coach, le deck greffeur, etc. Se sont tous regardés en mode il s'est passé quoi? Et l'instant d'après, elle fait bon, on va dire qu'il s'est rien passé, bonne journée, au revoir. Et ils sont tous partis dans leur coin. Et bien, il se trouve que là, c'est exactement pareil, hein. La grosse baleine, enfin l'orque, pardon, le marticore des ténèbres. Bon, les deux là, ils sont ensemble, donc il n'y a pas de problème, sauf que les deux sont en train de se dire mais c'est quoi tout ça? On avait fait un portail pour revenir comme ça, et il y a d'autres créatures qui sont apparues. C'est trop bizarre ces ports, ces failles. C'est d'ailleurs là qu'on a découvert que plusieurs failles il peut y avoir plusieurs failles en entrée et une faille en sortie. Voilà. Mais bon, ce qui va nous intéresser, c'est que alors que tout le monde sont en train de se dire il s'est passé quoi? Et Dame Guerrière qui est là, non, pas le temps, allez, nous on doit y aller, hein, on doit prévenir d'une attaque là, c'est dangereux, ça devient imminent là, vite. Donc les deux se cassent et d'autres sont en mode ouais, bonne journée, au revoir. Et alors que la petite créature, voilà, c'est ça qui va nous intéresser, commencer à vous voir partir. Gigabit fonce vers lui en disant hey, salut, toi aussi t'as passé une faille, t'inquiète, moi c'est pareil. Mais sache que dans ce monde, nous les petites créatures, on va être embêtés par les gros méchants qui. Parce que c'est la survie, tu vois, tout ça. Alors, la marmotte des ténèbres, rien à foutre. Mais enfin bref, après une communication bête intelligence, stupidité, hargneux, genre n'en fait qu'à sa tête, la marmotte arrive malgré tout à comprendre qu'il faut suivre le reptile, qu'il va pas le manger et que ensemble ils peuvent être forts. Donc je vous épargne parce on l'a pas, c'est juste dans mon imagination. Mais croyez bien que la scène est plutôt comique dans laquelle Gigobit essaye de faire comprendre à la marmotte que viens, je vais pas te faire de mal, mais ensemble, voilà, vous avez compris, hein. Langage de sourd, quoi. Et donc on en arrive à une nouvelle ellipse, alors que les deux étaient tranquillement en train de se balader à la recherche d'autres petites créatures pour s'unir. Ils vont se retrouver nez à nez avec une cabane. Alors je vous présente un petit peu le plan. J'ai pas envie de dessiner, je suis désolé. Mais il faut que vous imaginez. Ils sont dans la forêt. Ok, on va dire ici. Ici, il y a un cours d'eau qui donne accès à un grand lac. Ok, vous l'avez. J'espère que vous l'avez, hein. Avec des galets, etc. Un peu plus loin à gauche, vous avez une sorte, comment on dit, une crête, une côte, je sais pas quoi, mais en tout cas, ça fait d'un seul coup des hauteurs et en fait une chute d'eau. Désolé, j'ai pas les bons mots, mais voilà, une chute d'eau, cours d'eau, lac, ok. Tout le reste c'est de la forêt et entre les galets du cours d'eau, hein, donc il y a les galets, entre cette zone-là et la forêt, il y a une cabane. Et Gigobit constate que cette cabane est une cabane qui n'est clairement pas gobeline
Les seules cabanes qui font cette taille, les seules créatures qui peuvent habiter dans des cabanes de cette taille, ce sont des humains. Et Gigobit, je tiens à le rappeler, après sa mésaventure avec le capitaine en maraude et le général, eh ben, il trouve que les humains, ce sont des abominations de la nature. Donc il prévient son copain Marmotte, tant bien que mal, que la cabane, vaut mieux la contourner parce que les humains, c'est le mal incarné. Quand tout à coup, une voix surgit derrière eux. Parce que alors je suis désolé, mon roleplay va être dégueulasse, mais juste parce que c'est rigolo, je vais tenter de le faire. Donc ils entendent une voix un peu plus aiguë qu'une voix de guerrier, hein. Une voix moins bonhomme, hein, j'ai envie de dire. On la voit qui fait un truc du genre regarde, juste là, à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Et d'un seul coup, deux filles qui sont en dos à eux les ont repérés. Donc Gigovit se retourne, constate que c'est deux humains, se dit ces humains, ben, quand ils faisaient la même taille, il y en avait qui étaient franchement balèzes, c'était compliqué. Là, on a des humains qui sont plus grands que moi. En plus, ils sont deux. Moi, j'ai une marmotte, je ne sais pas ce qu'il vaut en combat en vrai, je ne l'ai pas entraîné quoi que ce soit. C'est la merde. Les deux humaines en question ont grand sourire, sont amusés sur le fait qu'ils ont trouvé des petites créatures et que, bizarrement, pour résumer un peu la situation, vont partir pour s'entraîner un petit peu sur des cobayes. C'est-à-dire que le pauvre Gigobit et la pauvre marmotte vont subir, vous allez comprendre. Donc évidemment, Gigobit essaye de faire essaye de faire comprendre, évidemment, comprendre tant bien que mal à la marmotte que on ne peut pas rester là, il faut fuir. On ne sait pas s'il y en a d'autres. Pour l'instant, elles sont deux, mais c'est encore jouable. Donc le plan, c'est très simple. Je vais essayer de m'occuper des deux. Et toi, tu cours le plus loin possible. T'inquiète pas, moi, niveau combat, même si je suis petit, j'ai quand même une certaine expérience. Je pense que je peux tenir assez longtemps pour que tu puisses t'enfuir. Et je pense même que je pourrais tenter de m'enfuir à mon tour. Donc ni une ni deux, la marmotte finit par s'en aller. La fille aux cheveux marrons, voyant la marmotte s'en aller, qui fait Eh, t'en vas pas, reviens. Hop. Et du coup, Gigobit se retrouve face à face avec la fille aux cheveux bleus. Je vais pas encore dire son nom parce qu'on est du point de vue de Gigobit et pour lui, Gigobit voit juste une humaine. Humain égale méchant, veut faire du mal, veut le tuer. Donc tuer ou être tué. Et du coup, eh ben, c'est parti pour résumer un peu le combat. Donc, désolé, il faut que je me rappelle de ce que je dois dire parce que là, c'est un peu de l'impro. Ouais, alors, les deux combattants se regardent face à face. D'un côté, on a Gigobit, expérimenté, qui est en train d'observer sagement la fille aux cheveux bleus. Et déjà, première chose qu'il voit, c'est son bâton. Et comme je l'ai dit, dans son combat avec les humains, il a vu que les humains qui portaient un bâton maîtrisaient la magie. Donc il sait que cette humaine ne va pas se battre au corps à corps et que, avant toute chose, il faut qu'il sache le potentiel magique de cet humain pour déterminer sa force. De l'autre côté, la fille, déterminée aussi, pour on ne sait pas quelle raison, mais plutôt pour l'instant pour s'exercer, va très rapidement porter le premier coup. Donc elle bandit justement son bâton. Et d'un seul coup, il y a une sorte de nappe d'eau qui commence à se former. Et tel dans Pokémon un pistolet à eau, il y a une giclée d'eau qui fonce sur Gigobit. Gigobit va esquiver très facilement. Et la fille aux cheveux bleus, constatant ça, va répéter ses assauts pas inlassablement, mais vous comprenez qu'elle commence à enchaîner ses attaques, quoi. Et Gigobit va esquiver très facilement. Ce qui fait que à ce moment précis, Gigobit constate une deuxième chose. On a une magicienne, certes, là c'est confirmé, elle maîtrise la magie. Qui plus est, c'est une magie d'eau. Pour Gigobit, c'est du pain béni parce que lui et l'eau, il est à l'aise, mais pour l'instant, étant expérimenté en survie, il ne veut pas le montrer à son adversaire. Comme ça force son adversaire à continuer de s'exercer à l'eau. Il ne sait pas si justement la fille aux cheveux bleus
maîtrise autre chose que la magie de l'eau. Donc pour l'instant, il est toujours en mode observateur, mais esquive facilement. Et d'ailleurs, il esquive trop facilement. C'est pour ça qu'il se rend compte que cette magicienne, malgré le fait qu'elle maîtrise la magie, elle a dû juste s'exercer en entraînement et que dans un véritable combat, elle est proche du zéro absolu en termes de combat. Et fait le rapprochement au fait qu'elle s'est juste exercée jusqu'à maintenant sur des mannequins immobiles. Quand il s'agit d'un être mobile, eh ben, en fait, cette fille n'arrive pas à anticiper les mouvements de l'adversaire. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à toucher une cible mobile, c'est qu'on essaye d'anticiper. Ce qui est clairement pas le cas. Elle, on voit clairement qu'elle vise Gigobit et pas la trajectoire de Gigobit. Voilà. Heureusement pour la fille aux cheveux bleus, de son côté, ben, ça reste une humaine. Une humaine, quand ça aperçoit ses erreurs, ça apprend vite. Donc, ben, elle va commencer à viser de mieux en mieux. Mais constate quand même quelque chose, c'est que cette petite créature, qui jusqu'à maintenant, quand elle combattait les petites créatures, genre un petit écureuil, piou piou, t'es bouillé. Bon, on va dire que c'était ça qui s'était passé. Là, bizarrement, elle est dure à taper, hein, cette créature-là. Hein. Il y a un truc qui cloche. Elle le sent qu'il y a un truc qui cloche. Mais c'est pas grave. Elle est quand même assez rusée et elle va montrer qu'elle sait pas que je veux faire des jets d'eau. À ce moment-là, on voit qu'elle commence à... Bizarrement, ses rafales commencent de moins en moins à viser correctement Gigobit. Par ailleurs, elle le fait un petit peu exprès dans le sens où elle va empêcher Gigobit d'aller plus en profondeur dans la forêt parce que on voit très clairement que la fille aux cheveux bleus ne veut pas que ce reptile s'échappe. Et Gigobit le constate très rapidement, puisque certains de ces giclées n'ont pas pour but de toucher Gigobit, mais d'éviter justement qu'il part dans les profondeurs. Ça tombe bien, Gigobit voit qu'il y a un autre accès, à savoir le fameux Grand Lac. Et donc décide de foncer vers le lac, là où il est à l'aise. Cependant, au moment où Gigobit décide de foncer vers le lac, la fille aux cheveux bleus, tel un shonen, commence à faire un sourire et se dit dans sa tête « Je t'ai eu ». Car en réalité, la fille aux cheveux bleus voulait justement que Gigobit aille dans le lac, parce que au cas où vous ne sauriez pas, le lac c'est une grande nappe d'eau, et la fille aux cheveux bleus va montrer vraiment toute l'étendue de sa puissance. Au moment où Gigobit s'approche, arrive au niveau des galets qui séparent la forêt du lac, justement, la fille aux cheveux bleus fait un geste et littéralement Gigobit va se... Enfin, pas encore se le prendre, mais disons qu'il y a un tsunami qui lui fonce dessus. Gigobit se rend compte de la puissance incroyable que peut dégager cette fille. Cependant, là où la fille aux cheveux bleus avait pour plan que normalement le réflexe qu'ont tout être, enfin toute créature non intelligente, je veux bien sûr parler encore des petites écureuils comme la marmotte de tout à l'heure là, Gigobit est censé avoir comme réflexe de faire demi-tour et foncer direct dans ses bras. Or, malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe, car Gigobit fonce au niveau de la vague. La fille aux cheveux bleus est extrêmement choquée. Elle se dit, mais cette créature voit bien qu'il y a un danger, là, d'habitude. Et très vite, elle va constater que ce qui était un piège, en réalité, plutôt à l'aise, car Gigobit va lui montrer qu'il est extrêmement à l'aise dans l'eau. Donc non seulement il arrive à passer au travers la fameuse vague, mais en plus de ça, il se retrouve dans le lac et sa vitesse se retrouve énormément décuplée. Pire encore, il commence à montrer que lui aussi peut maîtriser un petit peu la magie de l'eau. Donc la fille aux cheveux bleus commence à avoir des paillettes dans les yeux. Il semblerait qu'il y a eu un déclic chez elle. Là où jusqu'à maintenant il pensait que c'était juste une créature, juste s'amuser un petit peu à s'exercer et après se faire pardonner en donnant à manger. Là, j'ai l'impression que ça va peut-être aller plus loin. Donc au moment où la fille aux cheveux bleus commence à être impressionnée par cette petite créature et que la petite créature commence à se moquer d'elle, d'un seul coup, un bruit sourd et un tremblement de terre surgit dans la zone. Alors Gigobit est en mode « What the fuck, qu'est-ce qui se passe ?» Et la fille aux cheveux bleus, vous savez la fameuse goutte gênée qu'on a dans les isekai ou les shonen,
Et en train de se dire, Ossa, c'est moi ou t'es allé un petit peu trop loin, là. Tu abuses. Donc, la fille aux cheveux bleus, c'est pertinemment ce qui est en train de se passer. Le combat continue un petit peu, donc c'est-à-dire que la fille aux cheveux bleus montre que fini les petits jets d'eau, c'est un combat de maîtrise de l'eau, notamment justement un moment, un passage où la fille aux cheveux bleus commence à créer une sorte de typhon d'eau pour essayer d'emprisonner Gigobit, et Gigobit qui tourne autour en disant j'en ai rien à péter et continue à se moquer un petit peu de la fille aux cheveux bleus. Évidemment, pendant cette scène, en l'occurrence, Gigobit va constater autre chose sur cette fille. Bah, quand finalement, cette fille ne veut pas la tuer. Enfin, le tuer, pardon, parce que Gigobit est un mâle quand même. Enfin, j'en sais rien, mais ça me paraît être un mâle. Et bah, du coup, ben, pour la première fois, il commence à mettre en doute le côté monstrueux des humains. Parce que jusqu'à maintenant, la fille lui envoie que des attaques d'eau. Donc ça veut dire que très clairement, cette fille ne maîtrise que la magie de l'eau. Et bizarrement, cette magie n'a pas pour but de détruire. Il avait déjà soupçonné un truc, mais il pensait plus que c'était parce que c'était un magicien pas très puissant. Mais après avoir vu toute la puissance, il fait le rapprochement sur les jets d'eau qu'elle a envoyés. Quand Gigobit était en train d'esquiver et que ses giclées d'eau étaient en train de toucher les arbres, ça faisait pas grand chose, juste splash quoi. Un vrai jet d'eau, normalement, ça devrait faire genre avec la pression, etc. Pour ceux qui savent, hein, il y a des lasers qui sont faits à partir d'eau et de sable, ça peut transpercer le métal. Or là, les jets d'eau, à part quelques petits dommages ou quelques égratignures aux arbres, ça fait rien du tout. Donc là, il voit très clairement, après avoir vu toute la puissance que peut enclencher cette fille, que finalement, si elle voulait le tuer, elle pouvait aller beaucoup plus loin. Or, ce n'est pas le cas. Et alors que voilà, il y a eu moquerie, etc. Malheureusement pour Gigobits, les ennuis vont pas tarder à commencer à nouveau. Car malgré tout, ça reste une humaine. Il sait pas ce que pourrait faire cette humaine si elle venait à l'attraper. Essaye tant bien que mal de s'enfuir. Par chance, jusqu'à maintenant, il se retrouvait en 1v1. Sauf que très vite, peu de temps après le tremblement de terre et après un petit peu de combat, notamment la fameuse scène du tourbillon, il va entendre d'autres voix. Deux autres filles viennent faire leur apparition et entrent dans la zone de combat. À savoir une fille aux cheveux rouges, plutôt dynamique, genre très souriante, en mode qui est en train de dire à l'autre viens, ça a l'air les autres sont en train de s'amuser sans nous, c'est pas cool. Genre elle veut voilà, elle veut de l'action. Et la deuxième fille aux cheveux verts, un peu plus timide, se dit ouais, c'est peut-être un simple entraînement, y a pas à y aller. Mais si, tiens, regarde! Et là, elle voit clairement qu'au niveau du lac, il y a sa copine qui est en train de combattre une créature, et apparemment elle a du mal, hein, la pauvre fille. Donc, la fille aux cheveux rouges dit Eria, t'aurais besoin d'un coup de main là? Et Eria, donc son nom, dit à sa copine non, non, ça ira, vous n'intervenez pas, c'est à moi de gérer ça. Donc, du coup, on a dans la scène Eria et Gigobit qui continuent à être en mode se regard, sachant que Gigobit passe d'un grand sourire moqueur à oh mince, elles sont trois. Comment je vais faire pour m'échapper parce que certes, je pourrais peut-être m'échapper d'elle, mais les deux autres pourraient me rattraper derrière. Surtout que là, le combat a avancé. J'ai épuisé un peu mes forces, pas totalement, je suis encore en forme, mais ça va être compliqué contre deux filles qui n'ont pas encore combattu et qui sont en pleine possession de leurs capacités. Qui plus est, les deux autres filles possèdent aussi un bâton, donc on a deux autres mages, et que pertinemment, si l'une maîtrise l'élément de l'eau, il est possible que les autres maîtrisent d'autres choses. On a Ita du coup qui est en mode comment on dit supporter, qui est en mode eh, vas-y Aria, tu vas la voir, etc. Et on a Win qui reste un peu en retrait, caché derrière. Et bizarrement avec elle, pour l'instant Gigobit ne l'a pas encore vue, mais cette fille-là n'est pas seule. Mais ils sont tous les deux dans leur coin et Gigobit ne peut pas voir ce qui se passe avec ces deux-là parce qu'ils sont trop loin. Par contre, je tiens à préciser que Ita est toute seule. Il n'y a pas son animal. Et Arya, bah, son animal, voilà.
Le combat continue. Alors évidemment, Eria continue tant bien que mal à essayer de le choper. Ita est impressionné par Gigobit, mais très rapidement donne quelques boutades à Eria, disant que bah, vas-y, tu vas y arriver, etc. Win est en mode observatrice. Et peu de temps plus tard, alors que le combat bat son plein entre les deux, nouvelle intervention. La fille aux cheveux marron revient. Allez hop, maintenant elles sont quatre. Et qui plus est, elle porte la marmotte euh, sur ses bras. Et ça, c'est personnel. Elle est couverte de blessures. La marmotte ne s'est pas laissé faire et il a peut-être fallu employer des grands moyens pour lui dire c'est bon, tu te calmes maintenant, je ne veux pas te faire de mal. À savoir le tremblement de terre de tout à l'heure. Alors, en termes de blessures, je tiens à préciser que la fille aux cheveux marrons se retrouve avec des griffures, des morsures partout sur les bras, les jambes et le visage. Cette marmotte ne s'est pas laissée faire. Mais là, bizarrement, la marmotte est tranquillement en train de dormir sur les bras d'Ossa. Bon, du côté de Gigobit, ben là c'est la merde totale. Son copain marmotte s'est fait capturer. Par ailleurs, confirmation, ces humaines ne sont pas là pour tuer, puisque la marmotte a l'air d'aller très bien, il est juste en train de dormir. Genre, il s'est rien passé, quoi. Je vous dis, cette marmotte est ultra dissident. Qui reviendra un petit peu plus tard. Et alors que la fille aux cheveux verts commence à s'approcher de la fille aux cheveux marrons, il va constater qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne. C'est à ce moment-là précisément qu'il commence à voir la chose. La petite créature qui est avec elle. Donc la fille aux cheveux verts, ah non, t'es blessé, vite, va rentrer dans la cabane, on va te soigner, etc. La fille aux cheveux marrons est en mode ça n'est rien, ça ira, ça peut attendre. Il y a toujours Eria qui est en train de combattre. Vas-y Eria, tu vas la voir. Eria continue à constater que Gigobit n'est même plus en train de la regarder. Il est complètement. Alors, il était à la base complètement tétanisé en mode je suis full encerclé, c'est foutu. Je pense que je vais me laisser capturer. De toute façon, ces humaines ne sont pas là pour me faire du mal, apparemment. Enfin, ils essayent de m'attraper. Je sais pas ce que mon père, mais j'en ai marre de me faire torturer. Sauf que, comme j'ai dit, à un moment donné, alors que la fille aux cheveux verts est en train de foncer vers la fille aux cheveux marrons, Gigobit va reconnaître son ami, le petit dragon qui accompagne la fille aux cheveux verts. Gigobit fonce vers le petit dragon, mais les filles s'imaginent qu'il fonce vers la fille aux cheveux verts, sauf que Gigobit s'arrête en bout de course. Vous savez, c'est la fameuse scène de attention, Win, il arrive sur toi. Donc Win commence à être en mode à vouloir prêt à encaisser un coup, mais Gigobit s'arrête juste à côté vers le petit dragon et les deux se font la fête, hein, les retrouvailles, quoi. Les quatre filles regardent la scène. Gigobit et le petit dragon, au moment où les filles sont en train d'observer les deux, ils constatent que, ouais, apparemment ils se connaissent bien. Euh, Ça a l'air de bien aller pour eux deux. Le petit dragon donne la situation à Gigobit et Gigobit comprend pourquoi le petit dragon accompagne cette fille aux cheveux verts, qui s'appelle Win du coup. Et du coup, à ce moment-là, Eria arrive et explique je trouve que tu as l'air d'être quelqu'un d'intelligent et compréhensible. Je vais t'expliquer la situation. Comme tu peux constater, moi je maîtrise l'eau. Euh, la fille aux cheveux verts s'appelle Win, elle maîtrise le vent. Et ça tombe bien, le petit dragon que tu vois là, qu'on a rencontré par hasard, maîtrisait le vent et était très utile. À partir de là, chacune d'entre nous essaie de trouver quelqu'un affilié à un élément. Et il se trouve que toi, ton élément, c'est l'eau, comme moi. Et j'aimerais bien qu'ensemble, on puisse expérimenter ma magie. Ne t'inquiète pas, on n'est pas là pour te faire du mal. Blablabla. Bla, 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 hein. Et donc, suite au fait qu'il constate que son petit dragon va bien, il n'a pas trop grandi, mais le petit dragon va très bien, Gigobit finit par accepter, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. D'ailleurs, il trouve chez Eria une grosse compétence magique et que, avec son expérience en termes de combat et de survie, elle pourrait très rapidement devenir une excellente combattante. Et donc, pour la première fois de sa vie, Gigobit va prendre plus les humains comme des amis que comme des abominations. C'est à ce moment-là précisément que Gigobit remet en doute sa vision des humains. Et ben nous y voilà.
Donc tout ce fameux beau monde, hein, les 4 filles du Docteur March, non, les 4 charmeuses spirituelles retournent dans la cabane. Ossar se fait soigner par Lina, qui les attendait. Et bon, j'ai mis Dark, mais disons que Dark, c'est assez compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, on va encore une fois, j'espère que ce sera la dernière, mais je suis pas sûr. Je vais devoir vous parler encore des charmeuses spirituelles parce que quand j'ai fait l'épisode sur les charmeuses spirituelles, je n'ai présenté que les filles. Et cette fois, on va présenter un petit peu plus leurs compétences par rapport aux créatures qui les accompagnent. Évidemment, je reste sur le lore Gigobit, donc je vais plus me concentrer sur Gigobit que sur les autres. Mais toute la bande possède leur familier. Sachant que dans la cabane attendait aussi le renard de feu, qui était tranquillement en train de dormir, hein, comme un chien en train d'attendre son maître, en quelque sorte. Hein. Oui, vous allez comprendre que la complicité de chacun diffère hein, d'une fille et des créatures à l'autre. Hein. Et c'est d'ailleurs, j'ai fait d'ailleurs un classement pardon, de leurs compétences magiques. Et donc le quotidien de Gigobit à partir de maintenant, c'est en 2 parties. La partie où les charmeuses s'exercent d'elles-mêmes, donc la maîtrise de la magie. Et comme j'ai dit, j'en ai fait un petit classement pour résumer. Alors ça peut être avant, c'est comme vous voulez. Hein. Ça peut être avant l'apparition de Gigobit dans le lore ou pendant. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai compris en termes de puissance magique, comme vous le savez, hein, les charmes spirituels, chacun maîtrise un élément. Hein. Donc ici, on a la terre, le feu, l'eau, le vent. Lina, c'est la lumière et Dark, les ténèbres. Et donc, ben, en fonction de leur personnalité et de ce que l'on sait, même si elles sont toutes très puissantes, je trouve qu'il y en a qui sont plus puissantes que d'autres, et j'en ai fait un classement. Donc, pour ce qui est de la partie que j'ai appelée canalisatrice, la plus faible de assez loin par rapport aux autres, c'est Win. Win est trop timide, elle manque de confiance en elle, et par conséquent, ça se... Ça se... Ça se... Ça se voit, j'ai pas le bon terme, mais ça se voit en termes quand elle utilise sa magie du vent, qui fait qu'elle est à la traîne par rapport aux autres. En avant-dernière position, on a Aria. Aria qui est pleine de volonté, qui est extrêmement forte, mais par rapport aux autres. C'est même pas son manque de confiance ou quoi que ce soit, c'est juste que elle est plus faible par rapport aux autres qui ont plus de caractère et qui sont plus à même de maîtriser la magie. Ensuite, nous avons Lina. Lina, elle est plutôt, on va dire, dans la moyenne. Aria, elle est légèrement en dessous de la moyenne et Lina, elle est légèrement au-dessus, pour que vous sachiez la différence. Et Win, elle est en dessous. C'est d'ailleurs, comme j'ai dit, Lina, grâce à ses capacités de soins avec son compagnon Happy Lover, qui va soigner les griffures et les morsures subies par la marmotte, enfin, subies à Ossa par la marmotte. C'est mieux de le dire comme ça. Donc Lina maîtrise plutôt bien sa magie de lumière et de soin. Derrière, on a Ita. Ita qui maîtrise sa magie de feu. Elle peut être extrêmement puissante. Elle est capable, notamment, comment dire, de manipuler le feu comme personne, ça c'est sûr. Mais comparé aux 2 autres qui peuvent aller beaucoup plus loin, disons que ce qui la met en dessous des 2 dernières, oui, je vais dire les 2 dernières, j'expliquerai pour la charmeuse en question, elle n'a pas une énorme portée. Aria, on peut voir qu'elle a besoin quand même de d'eau pour être à pleine puissance. Ita est capable de créer des flammes, mais elle n'est pas assez longue portée comparée à Ossa, dont on a vu une petite démonstration quand elle était en train de poursuivre la marmotte, parce qu'elle est littéralement en train de faire causer des tremblements de terre. Elle est capable de créer des plaques tectoniques. Hein. C'est pour vous dire la puissance quand même d'Ossa. C'est pour ça qu'elle est deuxième, mais la grande gagnante en termes de puissance canalisatrice, c'est Dark, qui consacre beaucoup, beaucoup de temps dans la maîtrise de cet art. Dark, imaginez qu'elle est je dis elle, mais d'après un commentaire, la traduction française est mauvaise et que ça serait plutôt un garçon plutôt qu'une fille. Mais bon, charmeuse des ténèbres, je reste sur le fait que pour la version française, c'est une fille, tant pis. Donc je vais employer le terme elle.
Pour en revenir à nos moutons, imaginez que Dark maîtrise les ténèbres comme Ita maîtrise le feu et possède la même puissance de frappe que Osa. C'est pour ça que c'est Dark qui est la première. Et comme j'ai dit, par rapport aux autres, elle s'exerce énormément sur cet art-là. Donc la maîtrise spirituelle et la canalisation. Sauf qu'il y a cette partie-là, et celle qui concerne le plus Gigabit, c'est la partie possédée. Alors j'ai pas mis leur version possédée, qui est la version semi-adulte. Hein. Il est même difficile de savoir si le passage avec les charmeuses spirituelles fait qu'ils vont devenir adultes. C'est possible, ou est-ce que c'est une conséquence de la magie fusionnée avec les charmeuses spirituelles qui les rendent dans cette forme de manière temporaire. Ça, je peux pas le dire. Enfin bref, dans la partie familier possédé, donc nouveau classement, et vous allez voir que le classement c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est Dark qui est dernière. C'est normal parce que Dark maîtrise juste la première forme du familier possédé. Et oui, c'est pour ça que je dis, hein, aujourd'hui on n'a pas d'artwork alternatif de Dark en familier possédé par rapport à toutes les autres. Ce qui suppose jusqu'à la sortie de l'artwork alternative que Dark, ayant passé beaucoup trop de temps dans la partie canalisatrice, et le fait aussi que son familier étant une chauve-souris Meda, ben c'est plus... il faut savoir, point très important pour la maîtrise de la partie familier possédé, il faut une certaine complicité entre la canalisatrice et la créature qui l'accompagne. Donc s'il n'y a pas de complicité, ça peut pas marcher. Et Dark, on voit clairement que ses relations avec la chauve-souris, c'est maître et esclave. Il utilise sa chauve-souris comme un esclave, donc c'est pas la peine, sachant que pire que tout, alors qu'elle a maîtrisé juste la première forme du familier possédé, elle s'en va du jour au lendemain. C'est la première des charmes spirituels à quitter le groupe. Il y en aura d'autres après. On y viendra. Donc voilà pourquoi Dark, je l'ai mis en toute dernière, alors qu'elle maîtrise super bien son art des ténèbres, elle ne maîtrise pas trop par rapport aux autres, la partie familier possédée. En avant-dernière, on a Lina, alors qu'elle était troisième en partant de la fin, là elle est carrément deuxième en partant de la fin, parce qu'elle, comparée à Dark, et c'est la seule différence, elle a assez de complicité avec le Happy Lover pour avoir sa forme alternative, c'est-à-dire le niveau 2 du familier possédé. Et c'est tout. Et c'est justement à cause de l'artwork que je l'ai mis dans ce classement, parce que je suis désolé, mais elle fait une de ses tronches. On a l'impression qu'en ayant fusionné, parce qu'on voit qu'elle a quand même fusionné avec Happy Lover, elle a même fusionné son cerveau avec Happy Lover, on se rend compte que le cerveau d'un Happy Lover, c'est 3 QI. Parce que là, elle fait la tête genre... Pas bien. Donc je suis désolé, mais Fusion ça va, mais n'a pas encore sa conscience, enfin n'a pas encore le contrôle mental là-dessus, parce que c'est Happy Lover qui est dans le corps de Lina. Là. Donc, avant-dernière, juste à cause de l'air soir. Ensuite, nous avons Ossa. Alors Ossa, je vous l'ai dit, hein, la marmotte est dissident. Donc, n'en fait qu'à sa tête. Et tellement à sa tête que la fusion ne fonctionne pas. Hein. Si vous faites attention, dans le niveau 2, il n'y a que le bâton qui est possédé et pas elle. Donc elle fait avec les moyens du bord, elle est très très forte. Hein. Heureusement qu'elle maîtrise la partie canalisatrice comme Dark et qu'il y a un minimum de complicité, à savoir quand Monsieur Marmotte Dracofeu de Sacha là décide d'obéir un petit peu. Mais on reste quand même sur le côté animal de compagnie, quoi. On est vraiment sur ce genre de relation. Alors, moins dissident et plus animal de compagnie. Après, derrière, on a Ita. Ita, déjà, avait un bon classement. Elle a exactement le même classement, d'ailleurs. Je viens de le remarquer que maintenant, que pour la partie canalisatrice. Donc, très très bonne moyenne en termes de classement. Sauf que le défaut, c'est que, certes, le renard est moins dissident que... que la marmotte, mais disons que leur complicité, c'est juste un maître et son chien. Donc ça reste toujours animal de compagnie, mais animal de compagnie obéissant. Il y a toujours ce côté maître animal. On n'est pas encore sur ce qui va arriver derrière.
D'ailleurs, je trouve son artwork alternative ultra stylé. Ensuite, en deuxième position, nous avons Win. Win, qui certes est très très faible en termes de canalisation, mais comme je vous l'ai dit, c'est la fille timide, mais c'est la fille qui adore avoir des relations avec d'autres êtres vivants. Et je vais pas vous mentir, mais c'est elle qui a la meilleure relation avec son animal. On n'est plus sur maître animal de compagnie, on est clairement sur deux bons amis. C'est elle qui a la meilleure synergie avec son animal, et ça se voit tout de suite, ils sont extrêmement à l'aise. C'est même la deuxième, on voit clairement que l'animal reste un peu séparé, mais fusionnel avec sa maîtresse. Là, on voit Ita, on voit que le Narutar, là, il y a de la fusion à un certain moment, mais là, on voit que c'est même plus une fusion, on est sur une symbiose, hein, si je puis dire, et que par conséquent, les deux combattent ensemble. Et ça pallie énormément les défauts de Win. Mais malheureusement, cette symbiose ne suffit pas, car on a un expert en termes de famille possédée, c'est Eria. Alors là, on n'est pas sur une simple amitié, on est carrément sur... alors, totalement différent de maître animal de compagnie, on est carrément sur élève, professeur. Qui plus est, ça tombe bien parce que Eria permet à Gigobit de repasser en forme adulte. Et comme il a déjà eu cette forme adulte, eh ben, il est plus à l'aise. Donc, et je rappelle qu'ayant formé des gobelins, Gigobit est capable d'enseigner. Et il va enseigner extrêmement bien. Eria, c'est pour ça que je la mets tout en haut du classement. C'est que là, on n'est pas sur un système de symbiose fusion, on est vraiment sur... bah, j'avais dit ici Dracofeu, Dracofeu de Sacha. Ici, on avait dit du Naruto avec Kurama. Ici, on a carrément, comment dire, l'Ampinobi de Sacha. Vous savez, cette symbiose-là, on est vraiment sur une synergie dans laquelle Gigobit enseigne l'art du combat et s'adapte extrêmement bien. C'est lui qui baisse et qui égale sa puissance par rapport à Eria. Là où toutes les autres doivent faire un effort. Donc, par exemple, Ita, ils sont familiers. C'est à Ita d'essayer. Mais elle, il faut du temps pour s'exercer. Alors que lui, il a eu toute l'expérience qu'il faut pour adapter sa puissance par rapport aux autres. Ce qui fait que la synergie est encore meilleure malgré le fait qu'ils ne sont pas en amitié par rapport aux deux autres. Et c'est un comble de se dire que c'est les deux amis ensemble qui sont en haut du classement, hein. On a le petit dragon qui va être là, Ranryu, et ici Gigobit. Je vous ai pas mis le mode éveil des possédés. Je suis désolé, ça va être une des rares cartes que j'ai pas mis pour le lore Gigobit. Ça, c'est pas très intéressant, c'est juste un entraînement plus poussé pour les familiers pour obtenir ce résultat, hein. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Fin de la parenthèse sur les charmes spirituels. Et du coup, pour la première fois, hors ellipse entre deux événements fâcheux, Gigobit finir par se plaire ici, hein. C'est d'ailleurs dans le lore, hein, les meilleurs moments de sa vie, hein, je veux dire. Il découvre le quotidien de filles, quoi. Ça, ça se bichonne, tout ça, voilà. Ça s'amuse, ça peut faire des blagues. Chacun ont la belle vie. Et plus tard, d'ailleurs, nous aurons nos chères charmeuses qui vont avoir un deuxième animal. Alors, deux parenthèses sur ça. Alors, la première qui va casser le lore, je suis désolé. Je suis désolé, hein, pour ça. Je le vois encore, ça m'énerve. À chaque fois que je le vois, ça m'énerve. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que, je vous jure, hein, je le dis là maintenant, j'ai tout fait sur Internet pour trouver quelqu'un qui s'est amusé à compléter l'artwork, ou qui... Je sais que l'artwork complet, il existe, parce que je crois qu'il y a même des tapis de jeu qui ont été faits avec ça, mais il m'était impossible de trouver une image similaire comme ça, fusionnée. Du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre les deux artworks des tokens et de faire ça. Je suis désolé, c'est le mieux que j'ai pu faire. Et c'est pour ça qu'il y a un petit espace, parce que comme vous pouvez constater, si je les colle, ça fait... les cheveux sont pas bien, enfin voilà. J'étais obligé de les séparer. Et ça m'énerve. Donc, ceci étant dit, je retourne au niveau du lore, par la deuxième parenthèse. Toutes les charmeuses, sans exception, vont avoir un deuxième familier, mais je trouve que ce familier, j'ai plus l'impression que c'est plutôt
une sorte de créature créée artificiellement par les charmeuses. Alors, j'aurais dû rejeter un coup d'œil pour Lina et Dark, sachant que pour Lina et Dark, il n'y a que la version Link qui montre leur deuxième créature. Mais pour les quatre, on voit, à une exception près, Marmotte. Donc j'ai l'impression que c'est un animal artificiel, une sorte d'esprit de terre artificielle inspiré de la marmotte démoniaque. Ici, pareil, on a dragon et dragon féerique. Ici, on a renard et renard. Hein. Par contre, là, on a reptile et poisson. Bah, il peut pas tout réussir non plus. Hein. Et peut-être que ce truc, c'est un reptile. Hein. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà. C'est la seule contradiction des quatre. Et à voir si pour Dark, je crois que c'est une sorte de chauve-souris différente. Et Lina, je sais plus du tout. Une autre créature de lumière. Je crois qu'elle est plus. Si ça fait plus ange, mais ange Clifford, si je me trompe pas. Mais je dis peut-être des bêtises. J'aurais dû regarder à nouveau les links. C'est ma faute. Et bien, comme vous pouvez constater, voilà, chacune ont leur mode de vie. Les créatures se sont adaptées à leur mode de vie, surtout la marmotte. Hein. On peut voir que bien qu'il est dissident, il reste en contact avec Ossa. Peut-être pour le garde-manger, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, Gigobit n'a plus trop le stress d'un vrai combat et de survie. Il est en mode je vais donner un coup de main à des humains alors que hier encore j'avais envie de les tuer quoi. Donc tout se passe bien pour ce beau petit monde. Hein. Sauf que malheureusement, que ce soit pour les pires comme les meilleurs, ben, toutes choses ont une fin. Et cette fin va être quelque peu brutale pour Gigobit, et oui. Et oui, finalement, les ennuis de Gigobit ne sont pas finis. Et ça commence par un jour. Eria prévient Gigobit qu'elle va s'absenter, elle va sortir de la cabane et aller tranquillement s'entraîner dans le lac comme elle en a l'habitude. Sachant que les deux endroits où Eria aime bien s'entraîner pour sa magie de canalisation, c'est soit la cascade, soit le lac. Et là, ce jour-là, elle était partie au lac. Et le temps passe, et d'un seul coup, allez, au pifomètre, on va dire que c'est Lina. Lina ou Ossa. L'une des deux. Je pense pas que ça soit Ita. Dark est déjà parti. Ouais, on va dire que c'est. Allez, Lina, j'ai dit Lina, donc c'est Lina. Trouve que le temps passe assez vite, il est temps de manger, hein, c'est le déjeuner. Et Lina va chercher Eria. Eria qui a dit qu'elle est partie s'entraîner au lac. Sauf que peu de temps plus tard, Lina revient dans la cabane, demande si Eria est présente, constate que non, et commence à s'inquiéter parce que Eria a dit qu'elle s'entraînait au lac et elle a littéralement disparu d'un seul coup. Et alors que tout ce beau monde, hein, toutes les créatures et Ita ainsi que Ossa commencent à se dire c'est pas normal, nous avons le petit dragon de son côté. J'ai pas fait les trucs sur le PowerPoint, c'est pas grave. Donc imaginez que le petit dragon remonte de la cave, de je sais pas où, de la cabane. En tout cas, c'est là où s'entraîne généralement Win pour sa canalisation du vent. Revient complètement paniqué en expliquant à Gigobit, qui le comprend mieux que personne, que Win était tranquillement en train de faire sa canalisation de vent, quand soudain, pouf, disparu. Sans explication logique, rien, pas de traces, hein, pas de combustion spontanée, il n'y a pas de sonde par terre, tout va bien, il a juste disparu. Et Gigobit fait le rapprochement avec les failles. C'est la première chose que pense Gigobit, et qui dit faille dit roi de Yamimakai, dit torture, dit lui n'a pas pu supporter alors que c'était un reptile balèze. Alors, deux filles adolescentes qui ne pensent qu'à s'amuser et ne maîtrisent pas encore les combats sur le terrain, se retrouver face au roi de Makai, qui sait ce qui peut leur arriver. Paniqué, Gigobit fonce, sort, essaye de trouver une solution, constate qu'il n'y a vraiment personne, et malgré le fait que les autres essayaient d'en empêcher, Gigobit fait comprendre que c'est à lui d'aller les chercher, de ne pas bouger, et va foncer vers l'inconnu,
dont l'objectif, ça va être une mission sauvetage. Il faut aller sauver les deux gamins. Il a passé trop de bon temps avec ses filles, il leur doit bien ça. Ainsi s'achève le chapitre sur les charmes spirituels et ben c'est reparti. Donc Gigobit n'a pas réussi à trouver rapidement les filles et on le retrouve sous sa forme adulte. Sachant que chaque seconde compte, Dieu sait ce qui peut arriver aux filles. Et donc on en arrive au chapitre 5, le rat de laboratoire. Alors que Gigobit essaie de trouver tant bien que mal un indice sur comment trouver les failles, qui a pris beaucoup de temps comme vous avez pu le constater, il finit par apprendre qu'il y a un scientifique qui aurait réussi à se balader. Alors pas avec des failles, mais il a quitté le monde et puis il est revenu. Ça l'intrigue et il va finir par localiser ce scientifique. Hein, donc il va faire la rencontre de Kozaki. Et Kozaki, voilà, sachant que Gigobit, pendant les charmeux spirituels, a eu tout le loisir de comprendre les humains. Bon, Kozaki, il n'a pas une gueule d'humain, mais il voit clairement que c'en est un. Un peu bizarre, mais c'est un humain. Et donc Gigobit est capable de communiquer avec les humains. Donc le scientifique fait oui, tout à fait. Oui, vous cherchez des filles qui sont passées dans des failles, je comprends. Moi-même, j'ai réussi à quitter ce monde et je suis revenu. La preuve, regardez comment je suis devenu, blablabla. T'inquiète pas, je vais te donner un coup de main, je m'y connais un petit peu en la matière. Il ne le sait pas encore, mais ce Kozaki va lui mettre une douille. Hein. Très très vite. Et donc, ben, l'excuse à 2 balles, c'est voilà, je vais avoir besoin de t'équiper, je vais avoir besoin de faire 2-3 petites choses sur toi. T'inquiète pas, ça va pas faire de mal. Et en échange, tu pourras voyager à travers tout ce que tu veux, rien à péter. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la science et je vais te montrer que ma science, elle est overpower. Et donc s'enchaînent deux choses, deux grandes choses, hein, une série d'expérimentations et de transformations, si je puis dire, ou presque pas, en 2 étapes. La première partie, on ne le voit pas, mais Kozaki va lui ingérer, genre à la seringue, hein, une substance, hein, genre steampack le truc. Hein. Hop, allez, la seringue, je te mets une petite dose de, allez, je sais pas, je crois que c'est du dopamine, comme on dit si bien. Enfin voilà, une substance plutôt chelou. Et nous y voilà. Enfin, je pense que vous l'attendiez tous. Pour ma part, dans le lore que je voulais montrer, c'est à ce moment précis que Gigobit prend l'apparence de Gaga Gigo. Voilà, vous le vouliez, il est là, et il va le rester un petit moment. Vous êtes content. Quoique là, pour l'instant, vous n'allez pas le voir longtemps. Hein, parce qu'en fait, il y a une deuxième expérience qui va s'enchaîner tout de suite derrière. Après lui avoir mis une substance, il se dit cette créature, ce que j'ai mis, peut-être qu'il va pas avoir le contrôle. Il faut que j'arrive à maîtriser la créature. C'est-à-dire que voilà, il va vouloir dompter la bête. Et par conséquent, on voit, il commence à préparer une sorte d'exosquelette mécanique. Et notre Gagagigo se change tout de suite derrière en Gagagigo. Après avoir mis cet équipement, on peut dire qu'il y a eu des listes, mais moi je vais dire, aussitôt qu'il a mis l'équipement, il va être concentré vers une autre expérience, parce qu'il est en train d'expérimenter au même moment autre chose. Et cette expérience tourne très très mal, ça commence à partir en couille. Qui plus est, Gigobit dans sa petite capsule là, commence à ouvrir les yeux et se dit ouais, mec, je crois que tu te fous de ma gueule là. C'est quoi ce que tu m'as mis? Et les deux expériences, donc l'expérience Gigobit et l'expérience qui est en cours, que je ne vais pas encore dire hein, précisément en quoi ça consiste, tournent au vinaigre. Il faut évacuer. Faut évacuer. Et dans la précipitation, bouton, piou, voilà, giga gaga gigo, piou. Alors ça me rappelle quand même une scène dans une autre série donc j'ai déjà spoilé 2-3 trucs d'ailleurs. Enfin, j'ai pas spoilé 2-3 trucs, j'ai déjà donné 2-3 trucs dans le chapitre précédent.
Je sais pas, moi, ça vous dit rien une scène où des scientifiques voulaient créer une créature artificielle à partir de l'ADN d'une autre créature qui avait disparu. Seulement voilà, la créature était surpuissante au point qu'il a fini par s'échapper en s'échappant exactement pareil. Mais pas en évacuation d'urgence, hein, c'est pas le bouton siège éjectable. Là, c'est lui qui s'est échappé et s'est envolé très loin. Et finit par se retourner contre les humains, blablabla, film, point. Vous avez compris, je pense, de quoi je voulais parler. Bah, bizarrement, ce passage-là, c'est exactement la même scène, ce qui est arrivé à Gigobit, hein. Et donc, bah, fin de la parenthèse Kozaki, on va passer à la suite. Mais vous inquiétez pas, cette expérience, on va la retrouver très très vite. Chapitre 6. Au milieu d'une bataille. Eh oui. Allez, c'est bientôt fini, hein. Parce que les ennuis pour Gigobit sont bientôt terminés. Enfin. Donc, ah oui, Gigobit, mais non, c'est plus Gigobit, puisque maintenant c'est Gaga, Giga, attends, Giga, Gaga, Gigo. Ah, je bafouille trop, c'est dommage parce que je le dis très bien d'habitude et là je le rate. Donc c'est Giga, Gaga, Gigo. Bah, s'envole et va tomber à un moment donné, hein. Donc, et il tombe pas n'importe où parce que pendant ce temps-là, nous avons Captain Emerald et General Fried avec leur armée prêts à en découdre. Contre quoi? On ne sait pas. Que le problème des gobelins était réglé depuis un petit moment, ou peut-être pas, mais il y a un problème plus urgent. Référence au lore des dés. Donc, vous inquiétez pas, vous allez le retrouver, hein. Mais alors qu'ils étaient en train de se préparer, quelque chose d'impensable se passe. Notre ami Giga Gaga Gigo tombe littéralement du ciel sur eux. Alors Fried ne reconnaît pas tout de suite la créature. Il faut savoir que des années se sont écoulées entre leur première rencontre et maintenant, hein. Que ce soit très clair. Parce que je rappelle que Gigobit, étant revenu en état d'enfance, le temps qu'il était avec les charmeux spirituels, le temps qu'il s'est passé le problème avec Eria et Win. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, j'ai oublié cette parenthèse. Sur ce qui est arrivé à Eria et à Win, il y a le lore des charmeux spirituels dans lequel j'explique le pourquoi du comment et pourquoi j'ai raconté leur disparition comme ça du point de vue de Gigobit. Mais pour vous donner un indice, lore du terminal. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous voulez vraiment plus de détails, c'est le lore des charmeux spirituels qu'il faut regarder. Et justement, donc le passage avec les charmeux spirituels, le fait qu'il ait grandi, qu'il a été expérimenté par Kozaki, Fried et Captain Emerald, ben, il leur est arrivé quelques aventures, dont j'ai expliqué dans le lore des dés qui nous ramène à l'instant présent où Giga Gaga Gigo tombe du ciel et il est vénère, hein. Je vais vous le dire, il est en état de berserk, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il va tout défoncer. Et donc, ben, voyant Général Fried, hein, le méchant humain, ben, pétage de plomb, quoi. Et donc, s'ensuit un combat, hein, mais c'est direct, hein. Cette fois, il s'en fout du Captain Overroad, il s'en fout de l'armée. Là, c'est Fried. Il va s'en prendre plein sa gueule. C'est-à-dire que là, le premier match, le match aller, c'était ex-aequo, faille, fin de l'histoire. La revanche, Général, il a du mal, hein. Général, il a beaucoup de mal, hein. Bouclier traînant, mais ça ne suffit pas, hein. Bien que ça se retourne un peu, je vous cache pas que Giga Gaga Gigo est ultra bourrin. Et le Captain Emerald n'ose pas s'approcher parce que si Général Fried a du mal, Captain Overroad ne serait qu'un boulet. L'armée le voit très bien, sait pas ce qu'il doit faire. Il y a certains membres de l'armée qui sont des mages qui essaient de faire quoi que ce soit, mais ils font des magies de merde qui font aucun effet. Sauf que le Captain Overroad va finir par constater quelque chose, c'est que ce truc mécanique, donc ce Terminator reptilien, si je puis dire, a un petit problème et bah, il a quand même l'impression qu'il y a une certaine résistance et que c'est la partie mécanique qui a plus ce contrôle que la partie chair, organique, hein. Le Cyberman, quoi. Mais je préfère mieux dire Terminator reptilien, c'est plus drôle. Et donc, le Captain Overroad, qui a plusieurs années d'expérience maintenant, depuis la première rencontre,
demande à la plupart des mages s'il est possible de séparer le truc mécanique du corps. Donc, ni une ni deux, les magiciens créent une sorte de portail qui va absorber la partie mécanique de Gigobit. Giga Gaga Gigo redevient Gaga Gigo. Oui, je rappelle, c'est Gigobit avec vous savez quoi. Et reprend conscience, revoit Captain Maraude, revoit le général Fried. Je vais pas bien, mais il faut que je me lève et que je me batte. Il n'y a que moi qui peux combattre cette créature, c'est horrible. Sauf que bizarrement, ben, le capitaine n'intervient pas, l'armée est juste observateur, et Gigobit, ou Gaga Gigo si vous préférez maintenant, sait pertinemment que quand les humains ne se contentent que d'observer, c'est pas pour attaquer ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas qu'il lève les mains, mais il est en mode bah, merci, quoi, je vous en dois une, les gars. Donc, Captain Omarud constate que la créature, par rapport à la dernière fois, et l'a reconnue, ne paraît pas agressive, etc. Gaga Gigo explique toute son histoire à Captain Omarud. Général Fried, qui est presque hors combat, complètement épuisé, prend un peu ses distances, voyant que la situation s'est apaisée et qu'on rappelle qu'il y a une autre menace qu'il faut régler qui va arriver d'un instant à l'autre. Mais alors que les deux commencent à, on va dire, se lier d'amitié, à comprendre ce qui s'est passé, un malentendu, hein, après la première rencontre, hein, si je puis me permettre, Sankri Gegar arrive, l'envahisseur des ténèbres, le retour. Ah oui, un petit cadeau de Kozaki au passage, hein, je veux dire, son expérience fout trop le bordel, allez hop, évacuation forcée aussi. Alors je tiens à rappeler qu'à ce moment-là, parenthèse Kozaki, donc je vous présente l'expérience, donc c'est l'Inpachi. Et Kozaki a voulu y foutre le feu pour régler une certaine expérience. J'expliquerai plus tard pourquoi. Et par ailleurs, s'il a envoyé une patch Ardan, c'est justement parce que 1. Foutez trop le bordel, il faut évacuer, on cache les preuves. 2. Il y a un Terminator reptilien que j'ai lâché dans la nature. Si les gens commencent à savoir d'où l'origine de ce Terminator reptilien, je vais avoir des ennuis. Donc je crois que la meilleure solution, c'est d'envoyer un truc aussi enragé que lui, et avec de la chance, entre guillemets, les deux vont s'entretuer, hop, on cache les preuves, fin de l'histoire. Donc ça, c'est le plan de Kozaki. Et donc, ben, vous connaissez, pour ceux qui ont suivi le lore DD, c'est la scène du combat entre Envahisseur des Ténèbres, Inpachi Ardan, Captain Amarod et Gaga Gigo. La différence, c'est que ben, le Captain Amarod a sauvé Gigobit du mode Terminator mécanique. Gigobit, 1. L'armée, loyauté, tout ça, il sait. 2. Les humains, c'est pas des monstres. C'est pas des abominations de la nature. Et ennemi commun. Ennemi commun. Ouais, l'union fait la force. Et il le sait, l'union fait la force, surtout quand les créatures sont plus gros. Ah, eh oui, la boucle est bouclée maintenant. Mais d'abord, on va peut-être faire le petit rapprochement et les antécédents de chaque personnage pour que vous compreniez. Parce que... Désolé, je m'arrête au milieu de ma phrase. Je rappelle que dans l'ordre des dés, j'ai passé à la va-vite le combat entre ces quatre-là. Or, il se trouve que dans le lore, si j'avais fait des recherches en avance sur ce lore à lui, ou le lore à lui, j'aurais compris que le combat, il y a quelques cartes qui montrent comment s'est passé le combat, en détail. Et ben, du coup, ben, je vais profiter de rattraper mon erreur de l'épisode sur les DD pour le faire ici. Comme ça, la boucle est bouclée encore une fois. Mon lore plat de spaghetti, il se remplit petit à petit. Le haut fait, il arrive bientôt. Mais avant toute chose, il faut que je vous rappelle en détail les antécédents de chacun. Parce que c'est un gros bordel. C'est incroyable comment les quatre se sont retrouvés. Alors, dans l'ordre, nous avons déjà le Captain en maraude et l'Inpachi Ardent. Oui, parce que je tiens à préciser que malgré le fait que Kozaki avait pour plan que l'Inpachi Ardent s'attaque à Gigobit ou Gagagigo, la première chose qu'il a vue, c'est Captain en maraude et l'Inpachi Ardent lui fonce dessus comme un gros enfoiré, mais en mode ultra colérique. Il n'a jamais été aussi énervé de sa vie, l'Inpachi. Parce que le Captain en maraude s'est un petit peu défoulé sur lui. Tout simplement.
mais pas en feu. Donc non seulement il est en feu, il est vénère, mais en plus il voit le Captain Maraude, qui lui a défoncé, qui l'a servi comme mannequin d'entraînement, il est encore plus vénère. Mais vous avez pu le constater sur la carte, qu'on va revoir normalement, Gigobit s'interfère entre le Captain Maraude et Inpachi Ardent. Ensuite, nous avons l'Envahisseur des Ténèbres et Gigobit. Et oui, vous vous rappelez, il avait franchi la faille la première fois, et la rencontre s'est terminée en torture. Donc Gigobit a une grande revanche à prendre sur l'Envahisseur. Et vous allez voir que le pauvre Envahisseur des Ténèbres. Et enfin, et ça je ne l'avais pas dit, mais ça c'est juste pour le lore des points D, je tiens à rappeler que le Captain en Maraude attendait l'Envahisseur des Ténèbres, car, petit rappel sur l'épisode sur les DD, le roi de Yamimakai prépare une grande invasion, et le moment est enfin venu. Et dans le champ de bataille, l'Envahisseur des Ténèbres va se confronter au Captain O'Maraude. Et normalement au Général Fried, mais Général Fried, les hobbits sont un petit peu occupés. Voilà. Donc c'est parti, baston. Donc Impachi veut foncer sur le Captain O'Maraude. Gigobit, montrant sa loyauté envers le Captain O'Maraude parce qu'il en doit une, se met entre les deux. Le Captain O'Maraude protège Gigobit de l'Envahisseur des Ténèbres. Inpachi, ultra vénère en feu, veut taper sur tout le monde. Et l'Envahisseur des Ténèbres finit par se demander ce qu'il fout là. Mais bon, il faut obéir à son maître. Alors baston, baston, baston. Donc, Inpachi tape, comme j'ai dit, sur le Captain O'Maraude. Gigobit va lui donner un coup de main. L'Envahisseur des Ténèbres veut attaquer les humains, mais Gigobit montre encore une fois sa loyauté envers les humains, qui veut pas être leur ennemi, tout ça, tout ça. Grosse bagarre, ultra serrée, à 2 contre 1 contre 1, mais ça fait plutôt du 2 contre 2, où lui, bah, il s'en fout des autres, donc que le Captain. L'Envahisseur sait qu'il doit taper des humains, et lui sait pas faire la différence entre un humain comme ça et un reptile, qui pour lui est un humain de couleur verte, je tiens à le rappeler. Donc finalement, ça fait quand même un 2v2. Et alors que le combat était plutôt serré parce qu'on a 2 créatures géantes contre 2 petites créatures, ça reste du 2v2 mais ils sont supérieurs en force et tout. Et un truc qui va pas bien chez Gagajigo. Vous vous souvenez de la substance Kamikozaki? Eh bien il commence à faire effet maintenant, les effets secondaires, et ça va très très vite. Ça veut dire que Gagajigo il grossit. Mais il grossit, hein, je veux dire, il grossit, il atteint leur taille, il dépasse leur taille et il devient énorme. Vénère. Et il semblerait que cette substance rend aussi berserk, c'est-à-dire que Gigabit a à nouveau perdu le contrôle. Et là, il n'y a plus de truc mécanique, rien. Là, c'est vraiment la substance qui le rend complètement berserk. Mais quand je dis complètement berserk, c'est plein le cul de ces deux-là, fonce sur l'Impachi Ardent, lui marape sa gueule, lui arrache la tête. L'envahisseur des ténèbres, il se fait attraper à notre bras, va subir potentiellement le même sort, hein, si je puis dire. Pendant ce temps-là, on a toujours le général Fried qui est en mode toujours épuisé. Quand il était sous sa forme mécanique, il était trop fort. Donc on a lui qui est en mode tout pété, tout cassé. Et on a Captain Maraude, pour résumer, c'est calme-toi, Broly. Je suis obligé d'entendre trop à cette scène. Le petit défonce tout et lui il est non. Euh, Bon bah alors, l'Inpachi, ben, il a fini par se consommer, enfin, par se consumer, pardon, se consommer. Bon repas, beau giga, gaga gigot. Donc voilà, donc une fois qu'il a fini par cramer, il s'est calmé, la tête arrachée, même potentiellement recollée. Ça, je pense que c'est après combat que Captain O'Maraude l'a replacé la tête. Pour ça qu'il est présenté comme ça. Mais dites-vous bien que là, le charbon, là, c'est la même, mais la tête arrachée quelque part devant. Non, mais il sort des ténèbres, c'est fait complètement pareil, décapité. Il faut dire qu'il a été torturé non-stop, donc il est encore plus vénéré. Peut-être que c'est à force de penser à ça que la substance a pris effet. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ma version, mais je tiens à rappeler que il y a la partie torture. Donc il est aussi possible que l'envahisseur des ténèbres a peut-être activé le truc de la torture. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a 2 versions. Ma version, c'est que c'est Kozaki qui l'a rendu comme ça, et l'autre version, c'est que c'est l'envahisseur des ténèbres par la torture qui l'a rendu comme ça maintenant. Et que ça a mal tourné pour lui, du coup. Bon, dans tous les cas, lui, il est mort. Nimpachi, c'est réglé, mais il y a toujours Captain Maraude, il y a toujours le général Fried, face à un Gojiga Gagajigo complètement hors de contrôle, qui va tout détruire. Fort heureusement, le Captain Maraude a 2 neurones et il a un plan génial. Déjà, pour commencer, il comprend mieux pourquoi
Gigobit avait cette armure. Donc il était en mode Terminator reptilien. Terminator reptilien. Donc il demande à ceux qui ont aspiré justement l'armure dans une sorte de poche interdimensionnelle de lui remettre l'armure. D'où le fait que Gojiga Gagajigo qu'on voit sur l'artwork, il a la machinerie avec lui. La deuxième chose, c'est que le Captain Overlord, il est plus guerrier, il est devenu paladin. Et du coup, avec toujours les mêmes mages, il va commencer à faire quelque chose à l'armure. Parce qu'il se rend compte que l'armure aussi le rend berserk, mais comme si quelqu'un voulait le contrôler. Mais à la base, voulait contrôler sa partie énervée, pas la partie où il avait encore la conscience. Donc du coup, le Captain Overlord va de toutes ses forces faire quelque chose d'incroyable. Il va purifier son armure. Et dans cette purification, il va réussir un exploit. Alors évidemment, à ce moment-là, on a Fried qui fait « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, bouge de là, il va te tuer, il va te défoncer. » Et Captain Overlord fait « Non, chef, vous inquiétez pas, je vais vous prouver que toutes ces années d'entraînement vont porter ses fruits. Regardez comment je suis fort en magie, en paladin, etc. » Bref, vous avez compris. Un petit ta gueule, c'est magique de la part de Captain Overlord fait que Gojiga Gagajigo va se transformer en Gagajigo le ressuscité. Donc évidemment, j'ai parlé de double vie, mais on peut potentiellement considérer le début d'une troisième vie pour notre cher Gigobit. Et grâce à cette armure et à ses talents de paladin et à la magie de certains soldats mages, Gigobit reprend conscience. Et plus encore, il a une armure magnifique. Et disons que les effets secondaires passés, Kozaki a finalement quand même tenu ses promesses. Car notre cher ressuscité a maintenant énormément de potentiel. Je vais vous les énumérer juste après. Donc le combat se termine. Justement, le Captain Overlord replace la tête d'Inpachi et fait comme si ça allait devenir une sorte de stèle à la mémoire de cette bataille gagnée. Alors que Fried va partir vers d'autres champs de bataille et va lui arriver des mésaventures. Du côté du Captain Overlord, on n'en sait pas plus. En tout cas, j'ai pas fait de recherche sur lui. Mais en tout cas... Ah si. Si. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas de souvenir, c'est juste que j'imagine la scène suivante. Et Gigobit explique la situation à Captain Overlord. Je vais mettre déjà, voilà. Donc, notre cher Gagajigo, le ressuscité, explique la situation à Captain Overlord, qu'il est en fait à la recherche de deux humaines qui ont disparu à travers des portails à première vue, mais finalement, c'est peut-être plus compliqué que ça. Le Captain Overlord va le rassurer en disant bah, ça tombe bien, toi qui cherchais des failles, etc., on connaît des personnes qui maîtrisent des failles. Donc si tu veux te balader à travers les dimensions, etc., il n'y a pas de problème. Il finit par être en contact avec le guide Dédé. Le guide Dédé constate qu'il n'y avait pas de portail à ce moment-là parce qu'il les maîtrisait suffisamment pour localiser les portails qu'il y avait dans ce monde et que leur disparition n'est pas due à une téléportation dans une autre dimension et que les filles se trouvent littéralement dans une autre galaxie. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Gagajigo le ressuscité est un Nexus qui fonctionne avec le truc cosmique. Par ailleurs, le guide Dédé lui donne tout l'arsenal dont il a besoin pour finaliser ce qu'il est maintenant. Sachant qu'avec la substance de Kozaki et l'armure offerte par le maraudeur et la technologie donnée par le guide Dédé, Gigobit est à la fois capable de se téléporter à travers les dimensions, mais sa capacité physique et l'armure lui permettent de devenir carrément Captain Marvel. Voilà. Vous pouvez comparer ça à Captain Marvel, c'est-à-dire qu'il peut voler et voyager de galaxie en galaxie. Ce qui va être beaucoup plus simple pour retrouver les filles, car oui, les filles ont été téléportées dans une autre galaxie. Donc voilà pour ce qui est de Gagajigo sous cette forme-là. Et à partir de là, on n'a plus grand-chose. On sait juste qu'il est parti à la recherche des filles à travers le cosmos. Ah si, une petite dernière chose à la rigueur. Il a une petite mésaventure avec un briseur d'épée, qui est capable aussi de se balader à travers le cosmos. On voit, par exemple, voilà.
Gigobit en train de se faire marave un petit peu par briseur d'épée. Nul doute que ce briseur d'épée va passer un mauvais quart d'heure, mais ça on sait pas. C'est la seule image de combat qu'on a entre les deux. Voilà. Dernière petite parenthèse, parce que là, le lore avec Gigobit c'est terminé, mais il y a encore un petit dernier détail, c'est-à-dire que bah, le charbon d'Impachi est toujours là, hein, tel un mémorial. Hein. Et quelqu'un s'approche. C'est notre ami Kozaki qui, bah, déjà, premièrement, il est déçu parce que. Enfin, il est déçu, mais il s'imagine que le Terminator reptilien a été carbonisé. Voilà, dommage collatéral. Et ce qui est incroyable, c'est que l'Impachi est toujours intact, malgré le fait que c'est plus du bois, mais plus du charbon. Et ce qui va fasciner Kozaki, c'est que à l'intérieur, il y a toujours une conscience. Impachi n'est pas mort. À ce moment-là du lore, pour lui en tout cas, Impachi n'est pas mort. Et ça le fascine Kozaki. Il s'est toujours demandé comment ça se fait qu'un truc en bois, qui a été découpé en rondelles, a encore une âme. Généralement, un arbre, tu coupes un arbre, il se passe quoi? Généralement, l'arbre est mort. Il peut repousser à l'intérieur du tronc, mais ça donne une autre plante, comme une sorte d'autre être vivant. Un animal, bon bah tu lui coupes certains membres, ça va, mais si tu le coupes en rondelles, il meurt. Là, ce truc a beau être découpé en rondelles, si tu replaces comme un golem le truc, ça fonctionne encore, il y a toujours une conscience dedans. Et ça l'a tellement fasciné qu'il a voulu faire l'expérience de savoir ce qui se passait si littéralement on le cramait, quoi. On le faisait prendre feu. Et il se trouve que là, ben, le résultat est sans appel. Impachi n'a beau être plus un truc de bois, mais des tas de cendres. À l'intérieur, son âme est toujours là. Et du coup, il va ramener l'Impachi dans son laboratoire. Il va faire un petit peu comme Gigobit. Il va lui mettre un petit peu de touche mécanique dessus. Et il va notamment utiliser les déductions de ses recherches, donc ses recherches sur ce qu'il y a à l'intérieur, pour créer un générateur artificiel qui va être la création, en fait, chez nous, d'un nouvel archétype. Voilà, c'est ainsi que se termine le lore de Gigobit. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, désolé pour les bafouements, les trous de mémoire que j'ai eu sur ce que je devais raconter, les termes que j'ai ratés. Mais comme j'ai dit, vous en avez l'habitude. Mais pour résumer, on est quand même passé d'une petite créature fragile avec esprit compétitif à gros adulte ultra fort avant de rapetisser à niveau suite à un ta gueule c'est magique mangeur de millions. Repassage à l'âge adulte, mais il lui arrive encore plein de couilles avant d'enfin ressusciter une dernière fois en mode Captain Marvel reptilien. Voilà, si cet épisode ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à rajouter tous les commentaires dont vous avez besoin pour d'autres détails sur le lore de Gigobit. J'espère qu'en tout cas que mon histoire vous a plu. M'en voulez pas trop si cette histoire reste encore un petit peu en contradiction avec ce que je vous ai raconté. Je rappelle que j'ai pas la science infuse sur les lores de Yu-Gi-Oh! Ça reste compliqué et je suis quand même content de voir que malgré tout, pour ma part, je trouve que mon exercice s'est plutôt bien passé, malgré quelques incohérences qui peuvent avoir. Ouais, parfois, il y a des explications qui peuvent fonctionner, mais je répète encore, le survivant Dédé, le guerrier Dédé qui sauve Gigobit, c'est peut-être un peu trop. Ça peut être par un heureux coup du hasard, la torture s'est terminée, il a réussi à s'échapper de lui-même. Hein. Mais j'ai préféré de mettre en relation les lores comme ça. C'est un choix que j'ai fait. À vous de voir si c'était le mieux de le faire d'une façon ou d'une autre. En tout cas, moi, je l'ai dit, maintenant, je l'assume. Du coup, ben là, ça y est, c'est fini. Septembre, je pense qu'au mois d'octobre, vous aurez probablement pas de Yu-Gi-Oh! Je crois qu'il y a même l'opening. Non, je vais pas faire de vidéo dessus. Va falloir attendre un certain temps. En attendant, je vais déjà me préparer pour le prochain épisode. C'est drôle parce que, exceptionnellement, d'habitude, j'ai toujours une idée. Là, pour l'instant, je peux vous dire, je n'en ai pas, mais je sais que dans la semaine qui va suivre, je vais dire, je vais faire ce thème-là et c'est parti. Donc, surprise du chef. Donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez voir plus d'à travers les cartes. Et n'hésitez pas pour ceux qui découvrent ce lore qui est le tout premier que vous avez vu sur ma chaîne. Il y en a pas beaucoup d'autres, mais il y en a quand même. On est quand même à plus d'une dizaine maintenant, si je ne me trompe pas. Voilà, sur ce, moi je vous dis, ciao ces gens.